Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. Bienvenue à tous, c'est Alice du podcast Pas de ta joie. Cette semaine, je suis pas avec Maxime parce que j'ai 2 interviewés et qu'on a 3 micros, donc c'est comme ça. Je suis avec Nicolas et Julien. Bonjour tous les deux. Salut. Salut. Du coup, pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Parce que vous partez en tour du monde et on s'est dit tous les 3 que ça pouvait être marrant de vous interviewer avant et après votre tour du monde, sachant que vous partez 2 ans, donc il va se passer énormément de choses. Et que déjà en combien de temps de préparation ? En 1 an ? 1 an et demi. Hein. Ouais, pratiquement 1 an et demi. Ouais. Entre la prise de décision et le départ, il se serait écoulé il y a 1 an et demi. Ouais. Ça. Donc vous avez déjà énormément évolué, donc Et dans 2 ans. Beaucoup. C'est Ouais. ça. Donc là, on va partir du tout début. On va d'abord, vous allez vous présenter. Donc Ok. juste pour expliquer, moi je te connais Julien. On se connaît depuis 1 an. 1 an, je dirais, Un ouais. truc comme ça. Et du coup, je te connais Nicolas par l'intermédiaire de Julien. Et bon voilà, on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Et puis, comme on habite à côté, on s'est vu souvent. Je vous laisse commencer. Qui veut commencer ? Qui est chaud ? Vas-y, je commence. Allez, ok. Donc présente-toi, raconte-nous d'où tu viens. Depuis le Qui début. es-tu ? Depuis que je suis arrivé sur cette planète. Ouais. Ok. Alors, déjà, je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans. Et je suis né en banlieue parisienne. Et j'ai grandi au Pré-Saint-Gervais dans le 93, donc proche banlieue parisienne, jusqu'à mes 16 ans. À mes 16 ans, mon père a décidé de se faire muter dans l'est de la France. Et donc du coup, j'étais mineur, j'ai suivi. Je suis parti donc en Franche-Comté, à Montbéliard. Donc changement radical. J'avoue, j'avais pas du tout envie de quitter la vie parisienne. Mais j'ai suivi et puis finalement, je me suis plutôt bien adapté. Là-bas, du coup, j'ai fait 4 ans d'école hôtelière. Direct à tes 16 ans, du coup. Ouais, direct à mes 16 ans. J'ai fini ma 3e Ok. en région parisienne et j'ai commencé du coup ma première année de BEP dans l'Est. Donc hôtellerie-restauration, option service, parce que c'est un peu le truc qui me branchait à ce moment-là. Et voilà, du coup j'ai fait mes 4 années d'école hôtelière, j'ai fini l'école hôtelière et je suis passé directement responsable d'un restaurant. C'était super, mais moi, ma vie parisienne me manquait, mes amis me manquaient, et donc du coup, j'ai décidé à l'âge de presque 21 ans de revenir sur Paris. Voilà. Donc arrivé à Paris, du coup, je me suis retrouvé déjà dans un premier resto pour bosser, et c'était au Ritz. Et il faut savoir quand même, pour la petite anecdote, j'avais envoyé une tonne de CV pour avoir un poste le plus rapidement possible et puis pour pouvoir débarquer le plus vite possible chez ma pote. Et en fait, les noms des restaurants, j'avais même pas calculé qu'est-ce que c'était, quoi, ok. J'ai eu une personne qui m'appelle. Oui, bonjour, c'est le restaurant Espadon. On a reçu votre CV, on est intéressé pour vous recevoir, etc. Et je fais, oui, répétez-moi le nom, s'il vous plaît. C'est un nom connu ? En fait, l'Espadon, moi, je connaissais pas. Et la personne me dit, oui, le restaurant Espadon, du Ritz. Et là, je me dis, putain, j'ai envoyé un CV au Ritz, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et en fait, ils m'ont reçu. J'ai eu 7 entretiens dans la même journée. Et ensuite, ils m'ont contacté en me disant, on est super chaud pour vous prendre, donc let's go. Dès que vous arrivez sur Paris, on y va, quoi. À 21 ans, du coup. 21 ans, ouais. Et au service, du coup. Au service. Ok. Au plus bas de l'échelle, Ouais. attention, au Ritz, vraiment au plus bas de l'échelle. Et c'était horrible. Au bout d'1 mois, j'ai arrêté. Ah ouais. Ouais, non, c'était trop soldat. C'était pas vraiment ce que j'aimais. J'avais l'impression que dans l'équipe, tout le monde se bouffait un peu le nez pour être le meilleur. Et donc, c'était pas du tout l'état d'esprit que j'aimais. Du coup, j'ai arrêté au bout d'1 mois, comme ça. J'avais mal au ventre, en fait, d'y aller. Et un jour, mal au ventre, j'arrive là-bas, je vais pour aller au vestiaire pour me changer, et je me dis, non mais en fait je veux pas ça, fuck. Donc j'ai été directement à la RH, je leur ai dit, en fait je peux pas, je supporte pas, j'arrête. Et voilà. Du coup je suis parti. Il a fallu que je trouve un boulot rapidement, parce que j'ai été hébergé chez ma meilleure amie, chez sa maman. Donc c'était cool, c'était la belle vie, mais il fallait quand même que je trouve un boulot rapidement pour pouvoir trouver un appart.
Donc du coup, j'ai postulé au Kong. Donc c'est un restaurant branché à Paris. Et puis, ben, ça m'a vraiment plu. Donc je suis resté presque 2 ans là-bas. Donc j'ai pu prendre mon appartement et enfin avoir la vie parisienne que je voulais. À ce moment-là, je gagnais très très bien ma vie. Limite trop pour quelqu'un qui a 21 ans. Mes amis me disaient non mais calme-toi, tu pètes un câble. C'était soirée sur Ouais. soirée, champagne sur champagne, je claquais je sais pas combien d'argent dans des soirées avec mes collègues, parce que de toute façon quand tu es dans la restauration, ta vie c'est avec tes collègues. Et puis mes potes m'ont dit oh, on va se calmer un peu, tu vas redescendre sur terre. Et du coup je me suis dit bon, faut que j'arrête mes Et conneries. c'était des potes d'avant quand C'était mes potes t'étais... d'enfance. Ouais, d'accord. Donc Mes tu les as potes de gardés. France que Ouais. j'ai gardés encore maintenant on est tous différents mais en même temps on se comprend parfaitement et heureusement qu'ils étaient là parce que finalement ils m'ont bien calmé là-dessus et à ce moment-là du coup j'ai changé de boulot. Je suis parti dans un taf peut-être moins que était un taf sympa aussi, mais je gagnais moins d'argent, mais j'avais des horaires plus sympas, donc du coup la vie était devenue un petit peu plus normale. Et Toujours puis, dans la toujours dans la restauration, restauration, service ouais, aussi. toujours Ouais. au service, toujours dans la restauration. Et après quelques mois de taf, je me suis dit, mais pourquoi je me lancerais pas dans l'ouverture de quelque chose? Donc ça, c'était, j'avais 22, ouais, j'étais sur 22 ans et demi par là. Et je me disais, ouais, ça serait peut-être bien que je fasse quelque chose, que je crée quelque chose. Du coup, j'en ai parlé à pas mal de personnes, des amis, mes parents, et tout le monde était chaud pour que j'ouvre quelque chose. Donc du coup, je me suis lancé. J'ai pendant 1 an créé une boîte, un salon de thé. Donc il a fallu de A à Z créer l'ambiance que je voulais faire, etc. Et j'ai ouvert, j'avais 23 ans, 23 ouais. J'ai ouvert mon premier salon de thé qui était euh, à côté de la rue Montorgueil, dans une petite rue perpendiculaire de la rue Montorgueil. Pas, pas très passante, mais c'est tout ce que je pouvais me permettre en termes de budget. Donc du coup, j'ai ouvert là, un truc sympa. J'avais une clientèle, mais malheureusement pas assez. Pour pouvoir continuer, j'ai fait 2 ans. Et c'est vrai qu'à la fin des 2 ans, déjà, je me payais toujours pas, donc j'avais pas d'argent. Euh, et puis c'était difficile, les fins de mois étaient quand même difficiles. J'avais une salariée, c'était pas évident et beaucoup de stress. Et donc du coup, j'ai mis en vente et j'ai vendu assez rapidement. Je crois que en 6 mois j'avais vendu, donc c'est plutôt cool. Et voilà, après ça, du coup, je me suis remis à retrouver un boulot parce qu'il fallait bien survivre. Et donc, j'ai retrouvé plusieurs boulots. Je suis retourné au Kong, mais pas avec le même état d'esprit. J'étais plus calme, plus mature. Donc, du coup, je dépensais pas mon argent comme ça. Donc, c'était mieux. Et après ça, du coup, après le Kong, du coup, j'ai fait un autre restaurant italien, donc rien à voir. Et là, je suis resté 3 ans là-bas. J'ai rencontré un patron super. Et au bout de ces 3 années de restaurant où j'avais justement un rythme plutôt sympa, je bossais pas le soir, je bossais pas le week-end, donc la vie était plutôt cool à cette époque-là, j'ai rencontré Julien. Ah, et t'avais quel âge? Et j'avais, il y a, il y a 5 ans T'avais maintenant, 29 ans, puisqu'on a donc, fait tes 30 ans 29, ensemble. ouais, Ok. 29. Et avant, t'avais pas eu de relation sérieuse ou Si, j'en ai eu une Ok, d'accord. relation sérieuse, cachée. Faut vraiment Parce parler de que- ses ex. Non, non. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup non, de mais taf, ouais. mais c'est vrai que oui, j'ai eu une relation sérieuse de plusieurs années, mais c'était caché parce que j'avais pas encore assumé mon homosexualité. C'était caché de ta famille à ta De famille tout le ou monde. de tout le monde. Ok. Amis, famille, Ok. tout le monde, pendant la première année de ma relation. À un moment donné, ça a été compliqué forcément parce que mes amis disaient mais je comprends pas, pourquoi tu nous fais pas les présentations, je trouvais toujours des excuses, enfin bref. Et puis un jour, je me suis lancé et je me suis dit bon bah il est temps que je le dise au moins à mes amis. Donc j'ai balancé à mes amis et en fait ça s'est hyper bien passé, ils ont compris tout de suite. Ils se doutaient pas?
Si, certains se doutaient, mais en même temps, ils m'ont aussi connu en couple avec des filles. Mm. Donc c'était peut-être moins évident. Par contre, il y en a d'autres, ils étaient sûrs d'eux. C'est-à-dire qu'il y en avait certains où c'était sûr que j'étais gay. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de doute, c'était sûr. Ils attendaient juste qu'un jour ou l'autre, je fasse mon coming out, quoi. C'était une évidence pour certains, moins pour d'autres. Puis donc du coup, le fait de l'avoir annoncé à ma famille, à mes amis, ça m'a détendu, j'ai changé un petit peu mon comportement, je me sentais plus... La vie était plus simple en fait. Et puis donc du coup, j'en reviens où j'ai rencontré Julien. Et donc du coup, les premiers mois de la rencontre avec Julien, je me suis dit c'est le bon, mais il est temps que j'en parle à ma famille. Ah, t'en avais toujours pas parlé à ta Non. famille? Ah oui, d'accord. C'est Julien qui a fait Ok. que j'en ai parlé à mes parents. Ouais, excellent. Et Ouais. ça s'est bien passé? Super. Ouais. Mon père, il est venu me voir à Paris un week-end. On s'est retrouvés en terrasse et je me suis dit, putain, faut que je lui annonce. Je lui avais déjà envoyé un petit message quelques semaines avant en disant, bon, quand tu viens, faut que je te dise quelque chose. Nan, nan. Il m'a saoulé pendant plusieurs semaines à savoir ce qu'il y avait. Et je lui ai dit, non, mais il faut on se parle en face à face. Puis en fait, on s'est retrouvés sur une terrasse. Et je me suis dit, putain, comment je lui dis. Et en fait, sur mon portable, sur la photo de mon téléphone, c'était Julien et moi, d'un voyage d'ailleurs, je crois. C'était au Maroc. Ouais, c'était au Maroc. Et du coup, je lui ai donné mon téléphone, je lui ai dit, bon bah tiens, regarde mon téléphone. Il a appuyé sur l'écran, il a vu la photo de Julien et moi. Il m'a dit, bah c'est qui? Et j'ai dit, bah c'est mon copain. Et là, il m'a dit, il a souri. Il a souri et voilà, il m'a dit, bah écoute, tu sais que nous, on est hyper ouverts d'esprit, donc tu sais très bien qu'il n'y aura jamais de problème dans la famille. Voilà. Ma mère, j'ai attendu quelques semaines plus tard. Et pareil, en fait, le jour où elle est venue me voir à Paris, et je lui dis, maman, j'ai un truc à te dire, et j'arrive pas à le dire. Enfin, je lui dis, je sais pas comment te le dire, machin. Elle me dit, bah vas-y, dis-le parce que je le sais. Et je fais, comment ça tu le sais? Elle me fait, bah dis-le et je te dis que je le sais. Et je dis, bon bah voilà, je suis en couple avec un garçon. Et elle me dit, bah voilà, c'était pas si compliqué. Et je lui dis, mais comment ça tu le sais? Elle me fait, mais je suis ta mère, bien sûr je le sais. Et je le sais depuis longtemps. Je fais, ok, bon bah, au moins c'est fait quoi. Voilà. Et puis du coup, donc rencontre avec Julien. Et là, ça a été le début des premiers voyages. Parce que moi... Du coup, on va passer à Julien Ouais. et après on va rembobiner et on retournera au même point de départ de Ok. votre rencontre. Tu me mets la pression, je sais pas si tu auras autant de choses à dire. Ah bah, je pense que oui. Du coup, toi, Julien, où es-tu né? Qui es-tu? Alors, je suis donc Julien, j'ai aussi 34 ans à l'heure où je parle. Je suis né à Valence, dans la Drôme. J'ai eu le parcours d'un garçon assez classique jusqu'à mon arrivée à Paris. Je dirais que j'ai eu une vie avant Paris et une vie après Paris. Disons que depuis tout petit, Paris représentait pour moi une sorte de rêve. J'y montais régulièrement pour voir des concerts ou pour voir des amis. Et c'est vrai que ça a toujours été une ville qui m'a fasciné. Alors, pour refaire un petit peu le fil, quand j'étais jeune, je rêvais d'être journaliste à la base. Donc j'ai fait des études classiques, bac économique et social. Je rêvais d'être journaliste, mais j'étais nul en maths. Et c'est vrai que dans ce cursus-là, il faut être un peu bon partout. Et c'est vrai que ça pêchait pas mal. Donc à côté, j'étais aussi passionné de communication. Je développais très tôt des passions pour des chanteurs célèbres. Je tairai les noms Oh pour non. pas qu'on passe et me rattrape. Mais disons que... Balance le dossier. Disons que voilà, le parcours était classique jusqu'à ce fameux 11 août 2000. Alors je vais dire le nom parce que pour la petite histoire, j'ai vu Lara Fabian dans les arènes de Nîmes. Et en fait, ce qui m'a fasciné ce soir-là, au-delà de la passion qu'on peut trouver pour un artiste, du côté fan qu'on peut avoir, ce qui m'a fasciné, c'est à quel point quelqu'un sur scène pouvait donner autant d'émotions au public et transmettre autant d'émotions à travers la voix. Et en fait, je sors des arènes de Nîmes, je m'assois sur le parvis et je me dis, mais c'est incroyable ce que je viens de vivre. Et donc, à ce moment-là, la lubie du moment était de créer des sites de fans. Il y avait beaucoup de Skyblog, etc. Et j'ai commencé à m'intéresser au code. Donc, j'ai commencé de façon autodidacte dans ma chambre d'étudiant à appréhender l'HTML, le CSS, le JavaScript, enfin tous ces langages qui permettent de mettre en forme des pages web. Et j'ai créé un site de fans sur Lara Fabian, du coup. J'avais 15 ans. Je l'ai mis en ligne le 30 décembre 2000. Tu vois, j'ai des souvenirs très précis de tout ça. Et en fait, par passion pour cet artiste, j'ai appris du coup à créer des sites web. Et du coup, c'est vrai que petit à petit, de la passion du journalisme, je suis devenu passionné d'informatique.
J'ai fait des études d'informatique du coup pour confirmer un petit peu tout ça. Mais à côté, c'est vrai que j'avais aussi le goût du voyage comme ça, que j'ai un petit peu mis au fil de mes différentes avancées, expériences professionnelles, comme des traits d'union, des petites parenthèses que je m'octroyais comme ça. Et puis jusqu'à cette fameuse arrivée à Paris en mars 2014 où j'ai décidé de tout quitter, en fait, quitter ma vie d'avant, puisque j'avais un parcours classique et puis je me suis dit en fait le temps passe, le temps passe. Donc jusqu'en 2014 tu travaillais Je travaillais à Nîmes. Ouais, je travaillais à Nîmes. Alors juste avant Paris, oui, c'est vrai qu'il y avait un épisode qui est intéressant de raconter. Je travaillais à Nîmes, en fait, j'ai commencé dans l'informatique, j'ai eu des postes de créateur de sites web, webmaster, etc. Et puis un jour j'ai été débauché par un monsieur qui s'appelle Samuel Ducrot, qui est mon mentor, qui m'a confié les rênes de son entreprise alors que j'avais juste 22 ans. J'ai été embauché du coup comme assistant de production et je travaillais sur une des plus grosses tournées de spectacles qui s'appelle Achetons des têtes de bois, qui est une tournée qui réunit des artistes comme Sheila, euh, Patrick Juvet, Les vieux, quoi. ouais, les Forbans, Oh, wow. enfin, voilà, des chanteurs de cette génération-là. Et du coup, c'est vrai que Samuel étant souvent en tournée, j'ai appris à gérer une entreprise et j'étais très jeune. Donc c'est vrai qu'au départ, ça met beaucoup de pression. Et puis finalement, avec le recul, je me suis rendu compte qu'il m'avait donné un bagage énorme. Puisque quand on est si jeune en fait et qu'on a autant de pression, ben, en fait ça apprend un métier, celui d'être patron, ce qui s'apprend pas en fait en théorie, on l'apprend que sur la pratique. Et du coup j'ai appris comme ça à gérer l'entreprise sur tous les domaines, que ce soit le côté comptabilité, le côté administratif, le côté relationnel avec la clientèle, etc. Et en fait en 2012 j'ai eu un ras-le-bol professionnel. C'est vrai que j'ai eu enfin la force et le courage de me lancer à mon compte. J'avais un ras-le-bol général d'être en fait soumis à des ordres et je sentais que j'avais la faculté de pouvoir m'auto-gérer. Donc j'ai sauté le pas en fait en 2012, j'ai démissionné, j'ai quitté mon entreprise et en fait j'avais l'idée de créer une auto-entreprise puisqu'à ce moment-là il y avait ce statut-là qui permettait de le faire pour du coup faire tout ce que je savais faire, c'est-à-dire créer des sites web, faire du graphisme, etc. Et entre les deux, c'est vrai que c'est intéressant de le raconter puisque ça a un écho avec le projet qu'on fait avec Nicolas aujourd'hui. En 2012, du coup, j'ai quitté mon patron pour faire un tour de France en dormant dans ma 206. Donc, je dormais dans cette 206 pour économiser tout simplement les frais d'hébergement. Et j'ai parcouru comme ça 6000 km seul sur la route en dormant dans cette 206 alors que je fais 1m87. Donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut donner d'avoir les pieds dans le tableau de bord et la tête dans le coffre. Mais c'était génial puisqu'à ce moment-là, j'ai fait une expérience que j'ai pas poursuivie. C'est-à-dire que j'ai eu un côté un peu van lifer pendant une courte période de 40 jours. Mais ça m'a en tout cas fait grandir énormément. J'ai pris conscience à ce moment-là que j'étais capable de faire des choses qui étaient plus grandes que ma propre pensée. Je pensais pas être capable de ça, et puis finalement quand on l'a fait, on se dit bah en fait je suis capable. Et puis bah en fait j'étais pas encore assez mature, c'est-à-dire que la vie a repris son cours, je me suis remis dans un circuit classique. J'ai quitté Nîmes, je suis arrivé à Paris, donc j'ai réalisé ce rêve de gosse de venir m'installer à Paris, et puis à Paris, ben, j'avais cette auto-entreprise, mais finalement, même si j'étais à mon compte, je me suis mis dans une certaine routine de travail, j'ai accumulé les contrats, donc certes, je faisais un métier que j'avais choisi, un métier passion, et en fait, Un métier, là, c'est quoi le nom du métier? Arrivé à Paris, j'étais toujours webmaster, j'étais vraiment dans ce secteur-là, ok. donc webmaster et graphiste, et en fait, à Paris, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu le milieu de la musique, c'est vrai qu'il y a tous les médias qui sont à Paris. Et comme j'avais ce pied un peu dans les médias grâce à des blogs que j'avais pu développer sur l'actualité culturelle, j'ai commencé à appréhender un peu le milieu des médias et des artistes. Et puis, de fil en aiguille, à créer des supports de communication pour les artistes. Certains m'ont confié les rênes de leur communication. Et je suis passé petit à petit en fait, de webmaster à attaché de presse. Et attaché de presse, encore une fois, que j'ai appris sur le tas, donc encore une fois de façon autodidacte, par pure passion, à force de faire des choses, j'ai appris sur le tas. Et pendant comme ça des années, donc de 2014 jusqu'à 2019, j'ai été attaché de presse, j'ai très bien gagné ma vie, j'ai enchaîné les contrats, j'ai enchaîné les rencontres, j'ai rencontré les plus grands de ce milieu. Mais en fait, au bout de 5 ans, le constat est un peu amer, c'est-à-dire que autant quand j'étais à Nîmes, je voyais le milieu de l'extérieur, j'avais une vision un peu édulcorée du monde de la musique, je voyais le côté paillettes, etc. Et une fois que je suis arrivé à Paris, en fait, j'avais la vision de l'intérieur, où j'ai commencé à travailler dans le cœur du milieu de l'industrie. Et je me suis rendu compte qu'en fait, une industrie, bah, ça rime pas forcément avec humain, ça rime pas forcément avec respect, ça rime pas forcément avec toutes ces valeurs-là. Et donc, le fait de rencontrer Nicolas, ça a un petit peu rééquilibré les choses. C'est-à-dire quand on est à son compte, qu'on est passionné, qu'on fait que bosser, qu'on pense qu'à ça, qu'on n'a pas de vie privée, pas de vie sociale, bah, finalement je m'en rendais pas vraiment compte. Et le fait de rencontrer Nicolas en 2015, ça m'a permis d'y voir plus clair et de me rendre compte que je mettais pas forcément mon énergie au bon endroit. Et petit à petit, le travail a retrouvé sa place. C'est-à-dire qu'il est redevenu un moyen de gagner sa vie.
Donc, en fait, Nicolas, tu l'as rencontré quasiment un an après être arrivé à Paris. C'est ça. Ouais, d'accord. Quand je dis que Paris m'a réussi, c'est qu'il m'a à la fois apporté la réussite professionnelle, mais aussi la réussite sentimentale, puisque Nicolas, effectivement, j'ai rencontré un an après mon arrivée sur Paris. Il est aujourd'hui mon mari, donc c'est vrai que je suis très heureux de tout ça. Mais c'est vrai qu'il m'a aidé à y voir plus clair, puisqu'effectivement, quand on fait que travailler, c'est-à-dire qu'il y a un adage qu'on dit beaucoup, nous autres Parisiens, c'est métro, boulot, dodo. Mais finalement, quand on est dans cette routine-là, on n'a pas forcément le temps de se poser mille questions sur sa vie, etc. On fonce tête dans le guidon. En plus, le travail marche, donc pourquoi se poser mille questions? On y va à fond. Et le fait de rencontrer Nicolas, de commencer à voyager ensemble, c'est vrai que ça m'a aidé à rééquilibrer les choses et à vouloir remettre le travail à sa place et à vouloir profiter vraiment de nos vies, quoi. Ok. Du coup, on en arrive à votre rencontre. C'était Il n'a pas parlé de ses ex. Ah oui, alors tes ex, Julien. RAS. Ok. Non, mais c'était juste comme toi, tu as dit que tu étais longtemps à Paris. Toi, Julien, est-ce que tu as eu des relations aussi longues, sérieuses comme... Alors, avant Nicolas, j'ai eu une relation sérieuse qui a duré 2 ans et demi avec un garçon également. Ce qui est très drôle, c'est que cette relation, par exemple, qui était ma première relation amoureuse, c'était mon premier amour. Aujourd'hui, j'en garde un souvenir assez lointain. C'est-à-dire que c'est marrant d'avoir connu des personnes dans sa vie avec qui on a partagé autant de choses, et finalement avoir le sentiment aujourd'hui que limite cette personne est une étrangère. Enfin, c'est assez. Je suis très détaché de mon passé, c'est-à-dire que je vis pas dans le passé du tout. Je suis très connecté au présent et au futur, et c'est vrai que le passé, j'ai pas de nostalgie. Je suis très heureux de ce qui a pu m'arriver, et surtout aujourd'hui, je suis le résultat de toutes ces expériences, donc j'ai pas de nostalgie Ouais. par rapport à ça. Et toi, par rapport au fait d'être homosexuel, est-ce qu'il y a eu des étapes par rapport à ton entourage où ça a été plus facile, plus difficile ou si tu veux pas en parler, je vous appelle. Si, bien sûr, je peux dire un mot, puisque je trouve que le sujet est important. C'est vrai que si ça peut aider certaines personnes à avancer sur la question, disons que ce qui est compliqué, c'est-à-dire que nous autres, les homosexuels, on est confrontés à deux choses. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de choix. C'est-à-dire que très tôt, je me suis rendu compte que mon regard était porté sur les garçons. Je m'en suis rendu compte au collège, je m'en suis rendu compte encore plus au lycée, et c'est pas un choix qu'on fait. C'est-à-dire que très tôt, on se rend compte qu'on est attiré par l'homme. Ce qui est compliqué ensuite, c'est de le confronter à la famille, puisque du coup, la famille, le père, la mère, c'est vrai que c'est pas évident de faire son coming out auprès de nos proches. Ce qui a été compliqué, c'est la réaction de mes parents n'a pas forcément été celle que j'aurais espérée. Enfin, ma mère a eu une réaction un peu compliquée parce que forcément, elle s'en doutait sans vouloir se l'avouer. Ça remet en cause, je pense, le fait de ne pas être grand-mère, ça remet en cause le fait de ne pas avoir de petits-enfants comme elle l'aurait espéré. Donc je pense que c'est ça en fait qui les déçoit à la base. Mais ensuite, je pense que ce qui compte dans la balance, c'est qu'une fois que nos parents nous voient heureux, épanouis et bien dans nos peaux, je pense que c'est ce qui compte. Après, le regard de la société, ça m'a jamais trop perturbé. J'ai jamais eu de problème, fort heureusement. Enfin, je touche du bois, mais j'ai jamais eu de problème avec la société par rapport à ça. J'ai jamais eu de moquerie, j'ai jamais eu d'agression ou d'agressivité par rapport à ça. Je déplore que ça existe. Je peux pas croire qu'on puisse se faire frapper par rapport à ça, puisqu'encore une fois, c'est pas un choix. Mais je pense que ça reste compliqué parce que c'est propre à chacun, enfin, c'est très compliqué. Je pense que c'est très dépendant de l'environnement social dans lequel on évolue. En tout cas, on va pas parler de ça 30 ans parce que c'est pas le sujet, mais ce qui est cool avec vous, c'est que vous êtes un couple avant d'être un couple de garçons. Enfin, et c'est aussi pour ça qu'on n'a pas envie d'en parler 30 ans parce que... C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Ouais, parce qu'en non. fait, il n'y a même pas besoin d'en parler. Par contre, on pourra évoquer le sujet par rapport au voyage. Ça, Oui. ça peut être plus compliqué en France, mais en tout cas... Bon bah voilà, après c'est vrai que c'est quand même un sujet pour certaines personnes, mais c'est vrai que dans un monde idéal, on aimerait que toutes les personnes le vivent, enfin que ce soit comme ça avec tous les couples, parce qu'on se dit oui d'accord, ils sont en couple, mais ils sont surtout mariés, amoureux, ils font des projets, c'est ça le principal. Et d'ailleurs, Julien en avait parlé tous les deux, je l'ai jamais allé au bout de l'idée, mais peut-être un jour, de faire une série Cache pas ta joie sur justement les homosexuels, mais aussi plein d'autres sujets, ça pouvait être... les noirs, les femmes, les handicapés, enfin toutes sortes de minorités, quelles qu'elles soient, heureuses, concevoir cette différence-là de manière positive. Et je trouve que vous êtes un exemple super. C'est même pas de manière positive, c'est juste de manière simple, quoi. Et En fait, je pense que la plus jolie réponse qu'on puisse faire à ça, c'est vrai que sur Instagram, souvent les gens nous posent des questions par rapport à ça. On n'en parle jamais parce qu'encore une fois, pour nous, c'est vraiment une nature, donc on ne se sent pas de revendiquer quoi que ce soit. En fait, on est tout simplement. Et par rapport aux questions qu'on a sur ça, on se dit avec Nicolas que finalement la meilleure réponse qu'on puisse apporter, c'est d'être, c'est-à-dire pas de revendiquer ce qu'on est, puisque c'est une nature.
Donc on se comporte comme deux personnes qui somment, voilà, on va dire ça comme ça. On vit, Ouais, c'est ça. voilà, on vit. Et puis par rapport au voyage, encore une fois, on touche du bois. Pour l'instant, on n'a pas eu de problème Après, par rapport on à ça. essaye quand même de répondre aux questions des gens, parce que certaines personnes nous posent des questions, donc on essaye d'y répondre du mieux qu'on peut, mais c'est vrai qu'on va pas nous-mêmes forcément venir sur le sujet. Ouais. Bah, en même temps, enfin, vous n'êtes pas que homosexuel, enfin, Ouais, vous non, êtes, mais voilà, c'est vous êtes ça, deux c'est- personnes qui on vous... est deux enfin, personnes. ce qui est intéressant là, c'est vous, c'est votre rencontre, c'est votre voyage. Du coup, votre rencontre, vous vous êtes rencontrés à 5 ans, C'est ça. comment? Vas-y, je parle. Ouais. Bon, bah, sur une application, hein, Ok. voilà. Enfin, disons pourquoi une application. On est justement, comme on disait juste avant, on est deux mecs plutôt simples. On va pas forcément dans le milieu gay, où les soirées gays, c'est arrivé bien évidemment, mais c'est plutôt rare. C'est-à-dire qu'on n'est pas entouré que d'homosexuels. Donc on n'est pas tout le temps dans ces soirées-là, et donc difficile de rencontrer quelqu'un qui s'en sortir forcément dans ce milieu. C'est plus difficile. Du coup, bah, les applications comme Grindr, Hornet, etc., ça a été un peu une évidence au départ. Après, c'est vrai que sur ces applications, pour rencontrer l'amour, c'est pas non plus ce qui est le plus évident. Hein, en termes de... C'est plus, bon, on va pas dire obsédé, mais bon, c'est beaucoup ça quand même. Mais un jour, je me suis retrouvé pas très loin de chez Julien, avec des amis. Je me suis connecté sur une application et Julien est apparu sur l'application. C'est beau dit comme ça. Ouais. Julien est apparu. J'en ai un Voilà. Julien avec... Julien est apparu, pas que Julien d'ailleurs, une autre personne en même temps. Donc je crois que c'est toi hein, qui m'a envoyé un message en premier, il me semble. Si, il me semble que tu m'as envoyé du coup un message. Et à côté de ça, j'ai un autre mec qui m'envoie un message aussi. Les deux cherchaient une relation sérieuse. Et en fait, j'ai un ami à ce moment-là, en fait, qui est chanteur et qui a déjà été interviewé par Julien. Et en fait, je lui montre les photos des deux mecs en question. Et bon, alors le second mec me dit, bon, je connais pas, hein, voilà. Et il voit Julien, il me dit, ah, je le connais ce mec, il est hyper sympa. Franchement, vas-y, fonce vers lui, c'est mieux, quoi. Franchement, je l'ai rencontré, il est trop cool, il est dans le milieu de la musique, nanan, vas-y. Du coup, bah, j'ai éjecté l'autre et j'ai continué à parler avec Julien. C'est quand même l'interview qui m'a le plus apporté dans ma vie, du coup. Je tiens à le dire. Et comme, Ouf. enfin, comme quoi, les applis de rencontre, c'est aussi une histoire derrière, quoi. Oui, parce qu'on en fait tout un, en fait, on en fait tout un pataquès, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y en a à moulon, mais en fait, il faut partir du principe qu'il y a tout. C'est comme dans la vraie vie, en fait, il y a tout. Donc, à partir du moment où on n'est pas pressé, bon, ben, il faut prendre le temps d'éplucher, de voir ce qu'il y a, quoi. C'est ça. Donc toi, t'as vu Nico et tu lui as écrit, c'est toi qui as écrit en premier. En fait, je lui ai envoyé un message parce que c'est vrai que la photo qu'il avait mise, enfin, moi, je suis très sur les signes, je trouve qu'il avait un regard très profond sur la photo. Et en fait, c'est ça qui m'a attiré. C'est pas tant la photo, c'est le regard qu'il avait sur la photo. Après, on peut se tromper, hein, mais la preuve que j'ai visé juste, cette photo, je sais pas, elle en disait long, j'avais l'impression sur lui, et puis oui, on a commencé à parler, puis ce qui était plaisant, c'est que bah, c'est vrai que nous, les garçons, on a un côté un peu animal, comme ça, un peu bestial, donc on parle rapidement de choses En fait, il n'y a légères. pas que les garçons. Non. C'est juste que nous, on le dit comme ça Ah, mais c'est ouvertement. vrai Tu vois, les femmes, c'est pareil. C'est sûr. Mais du coup, ce qui était plaisant, c'est qu'on a dû Merci. parler. Ah. On a dû parler comme ça une bonne semaine avec Nicolas et Ouais, c'est vrai On qu'on a parlé évoquait- une bonne semaine avant de se voir. on évoquait que des sujets de vie, quoi, de vision de vie, de projet de vie. Enfin, du coup, des discussions qui changeaient de ce qu'on pouvait avoir avec d'autres garçons, quoi. Et je me suis dit, tiens, bah, c'est quelqu'un qui. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que beaucoup de personnes disent vouloir du sérieux, mais les conversations trahissent autre chose. À mon sens, quand on dit vouloir du sérieux, bah, c'est vrai que je dis pas qu'on peut pas en parler, mais c'est quand même plus logique de parler de choses plus sérieuses. Enfin, moi, en tout cas, j'étais dans cette optique-là et j'étais un peu comme ça. Donc, ceux qui me parlaient de choses légères, bah, j'avais des rapports légers, puis ceux qui me parlaient de choses plus profondes, j'avais des rapports plus profonds. Et en fait, avec Nicolas, on a fini par se rencontrer au bout d'une semaine, une bonne semaine. Forcément, l'attente était là, le risque de tomber de haut aussi, parce que quand on idéalise quelqu'un, une fois que tu le rencontres, et puis en fait, bah, voilà. Aujourd'hui, nous sommes mariés, donc c'est que ça l'a fait, quoi.
Le regard, vous avez pas eu le regard, moi j'ai eu le regard. Lequel regard? Bah, ton regard sur Julien qui était trop mignon. Genre, ah oui. Du coup, ça a changé quoi? T'as commencé à évoquer, toi, Nicolas, ça a changé quoi dans vos vies? Enfin, même tu l'as, toi aussi, Julien. Ce qui a changé dans nos vies, alors déjà, bah, on va commencer par parler voyage du coup, parce que effectivement, à ce moment-là, au moment de notre rencontre, moi j'avais une vie professionnelle, enfin, toutes ces années ont été une vie professionnelle hyper chargée, et j'ai très peu voyagé en fait. Pas que j'aimais pas ça, mais j'avais pas le temps, bon, moi, j'ai pas pu, j'avais pas l'occasion. Et Julien, tout de suite, au bout de 3 mois, 2 mois. 2 mois, ah oui, ça c'est vrai, 2 mois, Julien me dit, viens, on part en vacances ensemble. C'est vrai qu'au bout de 2 mois, bon, c'est pas forcément évident. Oui, on se connaissait pas. On se connaissait, si, on se connaissait un petit Oui. peu, mais voilà. Et donc, du coup, on décide de partir 7 jours à Marrakech. À Marrakech, en plus, où c'est pas forcément la ville où ça serait le plus évident pour deux homosexuels de partir Oui. en voyage amoureux. Bah, après, Ouais. vous roulez peut-être pas des galoches tout le temps Non, partout. non, on est euh, plutôt discret. non. non. vous pourriez être deux potes. On passe pour deux passe potes. pour 2 potes, même si on s'est fait quand même pas mal repérer Ouais, ok. en tant que couple, mais sinon on passe quand même relativement discrètement, quoi. On n'est pas, ça se voit pas forcément. Et donc du coup notre premier voyage à Marrakech, on a adoré ça. On est parti comme ça, tout était parfait, c'était vraiment génial, on s'entendait vachement bien en voyage. Et ben, on les a enchaînés. Et on les a enchaînés. En 5 ans, on a fait 25 destinations. Ah oui, à chaque fois, une semaine, 2 semaines. Non, des fois des c'était un week-ends, week-end, ouais. mais il y a eu vacances longues, il y a eu plus court, mais en tout cas 25 destinations. Et à chaque fois qu'on partait, on se sentait bien. Donc moi, ça a réveillé après une passion en fait, tous ces voyages que Julien avait déjà en fait. Et c'était quoi comme type de voyage? En fait, on a fait beaucoup de week-ends. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce aux offres low cost, on est tous tentés, avec les EasyJet, Transavia, etc., de prendre des petits week-ends par-ci par-là. Parce qu'effectivement, quand on a des vies chargées comme beaucoup de monde, c'est très plaisant de pouvoir partir comme ça 2 jours, 3 jours, faire une vraie parenthèse en Europe, puisque c'est souvent en Europe que ça se passe, et de partir comme ça, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et de voir les capitales européennes. Et c'est vrai que ce qui était plaisant, c'est que de ce voyage, de ce petit voyage à Marrakech, on s'est rendu compte qu'on était hyper connectés, qu'on aimait les mêmes choses et surtout qu'on avait tout le temps envie des mêmes choses au même moment. Ce qui n'est pas forcément évident aussi quand on part à deux. C'est-à-dire qu'on peut aimer voyager mais pas forcément avoir l'envie des mêmes choses. Et avec Nicolas, ce qui nous a rapprochés tout de suite, c'est que le voyage a été le point de départ de notre histoire, au cœur de notre histoire tout de suite. Et on avait vraiment envie des mêmes choses au même moment. Donc ça, c'était assez plaisant, ce qui fait qu'on a multiplié comme ça les week-ends, non pas par frénésie, etc. C'est encore une fois, c'était des parenthèses dans nos vies bien chargées pour pouvoir tenir, parce qu'effectivement, quand on travaille beaucoup, parfois c'est vital de pouvoir décompresser un minimum. Et puis, de ces week-ends-là, on a commencé à faire des séjours plus longs, on a commencé à partir dans... Au départ, on partait comme tout le monde dans des hôtels, tout inclus, etc., pour partir l'esprit tranquille. Puis on a commencé petit à petit à déconstruire un peu ce modèle-là, se faire confiance, partir du coup petit à petit vers le mode sac à dos. Et c'est au bout de ces 4 années de voyage commun, c'est vraiment notre voyage à Bali en août 2018 qui a totalement changé notre façon de voir les choses et de voyager. On est parti pour la première fois, et Nicolas et moi, en mode sac à dos, puisque jusqu'à présent, autant j'avais beaucoup voyagé, mais je ne l'avais jamais fait. J'étais toujours parti avec des circuits, des tours opérateurs, etc. Roulette. Bah oui, disons qu'en fait, avant de partir à Bali, on faisait énormément de genre promo vacances, tous ces sites de voyage, pour se rassurer, peut-être qu'on n'avait pas l'esprit à se dire on est aventurier ou je sais pas quoi. Et donc du coup, effectivement, on partait beaucoup avec ces réseaux-là. Et puis un jour, on est parti aussi avec promo vacances, je crois. C'était au Portugal. Et là, on s'est rendu compte de l'énorme erreur qu'on avait faite, de se retrouver dans un hôtel, bloqué, alors qu'on pouvait parcourir le Portugal en voiture. Et du coup, on a loué une voiture, on a loué des chambres d'hôtel en plus de ce qu'on avait déjà payé, parce qu'on se retrouvait enfermé là, dans ce truc. Et c'est là où on a commencé, je pense, à avoir conscience de c'est pas comme ça qu'on doit voyager. Et effectivement, on revient Ça, c'était à Bali. avant Bali, du coup? C'était avant Bali, ouais. Ouais. Un an avant Bali. Un an avant. Ok. Et donc après, il y a eu Bali, carrément, sac à dos. Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait commencé à parler du tour du monde.
Ah. Et on s'était dit, bon, bah on va quand même faire un test de savoir si on est capable, en sac à dos, sans rien réserver, de vivre une petite aventure pendant 2 semaines. Et on avait choisi Bali en destination. Et c'est vrai que, en fait, dès le premier jour, c'était une évidence. Tout était hyper simple. Que ça soit en termes de rencontres, de recherche d'habitation, de ne pas avoir trop de choses finalement, d'avoir juste un sac à dos. C'était idéal et on a pu vraiment, vraiment visiter l'île pour le coup. En fait, ce qui est marrant de souligner pour Bali, c'est que, encore une fois, on a pris la décision de partir en sac à dos, mais, vieux réflexe étant récalcitrant, on avait quand même verrouillé l'itinéraire. C'est-à-dire qu'avant de partir à Bali, on s'est dit, bon, bah, ok, on part en sac à dos, on fait un mini test, mais on verrouille un minimum d'itinéraire quand même pour se rassurer. Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu flippant de partir vers l'inconnu comme ça. Et en fait, ce qui se passe pour Bali, c'est ça qui est drôle et c'est ça qui va t'aider à comprendre notre projet Tour du Monde. C'est que au moment où nous nous trouvons dans l'avion, donc on est dans l'avion, on est en vol pour Bali, en fait, il se passe un tremblement de terre énorme à Lombok, qui est l'île voisine de Bali. Nous, on ne le sait pas encore parce qu'on est dans l'avion à ce moment-là, donc en mode avion, on est coupé du monde. Et en fait, à l'atterrissage, on reçoit une caisse de messages de nos proches pour savoir si tout va bien. Et là, on comprend pas tout de suite ce qui se passe. On venait de se faire, je sais pas combien d'heures de vol, donc on était décalqués. Nous, on fonce à l'hôtel. Voilà, on fonce se coucher. On s'est dit bon, on verra demain, tout va bien. Donc le lendemain matin, on appelle nos proches pour comprendre ce qui se passe. Et là, on voit les news, on voit nos proches qui nous racontent un petit peu. Et là, on comprend en fait que tout l'itinéraire qui était bien verrouillé avant de partir allait devoir être complètement revu sur place. Puisque on devait passer par Lombok. On devait passer par Lombok, qui était totalement fermé, et du coup, les expatriés du monde entier étaient évacués en urgence vers Bali pour repartir dans leurs pays respectifs. Les îles Gili, qui sont des îles limitrophes, pareil, fermées et évacuées en urgence. Donc en fait, parce qu'il y avait un risque de tsunami. Ça nous a appris un truc essentiel en voyage, c'est qu'en fait, peu importe le degré de préparation que tu y mets, tu ne pourras jamais lutter contre les catastrophes naturelles, contre les attentats, contre toutes ces choses-là qui sont complètement imprévisibles. Donc en fait, on arrive à Bali avec ça, on se dit, mais en fait, on a un itinéraire qui tient plus, qui est complètement caduque, donc ça nous a appris à refaire en live les choses et à se rendre compte que finalement, mais quelle liberté d'arriver dans un pays sans avoir réservé quoi que ce soit, prévu quoi que ce soit et de se laisser porter par la vie. Mais c'est vrai que cette notion de se laisser porter par la vie, elle n'est pas forcément évidente, parce que quand on est dans une vie bien rangée comme on a eu, c'était pas forcément notre façon de fonctionner. Et en fait, à Bali, on s'est rendu compte qu'on était obligé de le refaire en live, donc ça nous a appris ça, et surtout ça nous a montré à quel point c'était simple et salutaire de le faire comme ça, quoi. On a ressenti un degré de liberté énorme. Et c'est vrai que le retour de Bali a été hyper compliqué. C'est-à-dire quand tu vis ça, donc c'était 15 jours, donc c'est pas grand-chose. Mais quand tu vis un voyage avec autant d'intensité, autant de liberté, autant de découvertes, que tu te rends compte que les locaux sont d'une bienveillance et d'une gentillesse à toute épreuve, qu'ils sont toujours là pour t'aider, qu'ils arrêtent leur journée pour t'aider à trouver une solution quand tu as un problème, ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué, forcément. Enfin, nous, à Paris, encore peut-être plus qu'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas, on n'a pas le sentiment à Paris de pouvoir vraiment compter les uns sur les autres, quoi. Tout le monde est peut-être dans le guidon avec sa vie. Dans le métro, combien de fois on croise des touristes mais moi, j'avoue, je ne prends pas forcément le temps d'aider. Hein, donc, Et à Bali, j'ai ressenti tout ça et je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire pour repartir dans ma vie de tous les jours alors que je venais de goûter quelque chose pendant 15 jours qui m'a laissé un goût de trop court, tu vois. Et donc... ça a confirmé. Qui avait soumis l'idée du tour du monde avant ? C'est Julien. D'accord. Et toi, tu l'as pris comment ? Pas bien. Je pose la question, mais je connaissais la réponse. Toi, pourquoi ? En fait, Julien, il est imprévisible parfois. C'est-à-dire que on s'est retrouvés après nos tafs respectifs à aller boire un verre sur une terrasse. Et avant Bali, hein. C'était avant Bali. Ouais. En juin 2018, ouais. Donc, ouais, c'était avant Bali. Et il me dit, viens, on quitte tout et on se barre en tour du monde. Et comme ça, genre sérieux, il est sûr de lui. Et toi, attends, Julien, t'avais pensé ça avant ou les mots sont partis comme ça ? En fait, j'avais toujours eu une idée. Le projet l'épisode dont je te parlais tout à l'heure de tout plaquer pour partir faire un tour de France un peu roots comme ça, c'était déjà un petit avant-goût de ma capacité à pouvoir tout envoyer balader comme ça du jour au lendemain. Mais à ce moment-là, j'étais très jeune et je l'ai fait ponctuellement, 40 jours, et puis je suis rentré dans les rangs très rapidement après ça.
Mais déjà, je me suis dit à ce moment-là, si j'avais eu le caractère d'aujourd'hui, je pense qu'à ce moment-là, j'aurais pu tout plaquer pour partir en backpack et faire le tour du monde à ce moment-là. Mais simplement, moi, j'ai toujours eu le goût du partage. Je suis pas quelqu'un de solitaire. Je trouve que la saveur qu'on retire en voyage, elle est bonne quand on partage. J'ai pas trouvé de plaisir à voyager seul. J'ai beaucoup voyagé seul. Je suis parti après ma rupture sentimentale en Amérique. Je me suis offert New York, je me suis offert les States, donc c'était plaisant. Mais entre les différents trajets, je faisais que pleurer parce que je trouvais ça triste en fait d'être seul. Après, il y a des gens qui le vivent très bien, et moi, c'était pas mon caractère. C'était quoi la question? La question, c'est que quand on a parlé à Nicolas sur cette terrasse, est-ce que tu y avais pensé la veille ou 3 minutes avant? Ou même t'as parlé En spontanément? fait, non, en fait, l'idée du tour du monde, elle est venue d'un surmenage professionnel. J'en pouvais plus, en fait, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que les paillettes n'y étaient plus, que j'avais plus le cœur à l'ouvrage, et en fait, en tant qu'attaché de presse, il y a une frontière qui est assez difficile à cerner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un métier qui est tellement prenant, il faut tellement d'investissement qu'on a vite fait de devenir un petit peu aigri et comment dire, d'abuser de la confiance qu'on nous donne. C'est-à-dire quand on est attaché de presse, moi je pars du principe qu'un artiste qui nous fait confiance, il faut mettre tout son corps et son âme à vouloir l'aider à avancer son projet. Et je voulais pas tomber dans quelque chose comment dire, je voulais pas être malhonnête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je n'avais plus la foi, il fallait que j'arrête. Je me vois pas prendre l'argent et ne pas faire les choses pour lesquelles on m'embauche. Et c'est vrai que cette limite-là, je l'ai sentie arriver fin 2017, début 2018. Je me suis dit, là, je sens que j'ai plus la passion et ça va pas le faire, quoi. Je peux pas tomber dans une forme de cynisme à prendre l'argent et pas faire ce pourquoi on espère que je le. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai décidé en fait de ralentir un petit peu la cadence, et c'est vrai qu'à un moment donné, le succès, c'est-à-dire qu'on m'appelait beaucoup. Donc à un moment donné, c'est aussi compliqué quand tu as de la demande que il y a pas du gain. Tu te dis bon, ok. Et puis en juin 2018, j'ai senti que ma tête n'était plus là et que mon corps était pas loin de me lâcher. Et j'ai dit à Nicolas, je dis bon Nico, là il faut vraiment qu'on se pose. Je sens que je suis à la limite d'un burn-out, ça s'appelle un burn-out professionnel. Et comme on avait ce côté voyage qui contrebalançait avec ça, c'est-à-dire que je sentais une forme je me sentais vivant en voyage et complètement mort dans mon quotidien. Ça peut paraître fou parce que c'est vrai que c'est un métier que... En gros, dès que Julien se sentait pas bien, on réservait un voyage. Non mais c'est vrai que c'est un peu comme ça que ça se passait. Ouais. Pour que justement, quand on revient du voyage, on se sente mieux à repartir dans son... Oui, parce que travailler dans le milieu de la musique comme dans d'autres industries, ça prend beaucoup d'énergie parce que aujourd'hui, on le voit bien, il y a de plus en plus de candidats qui veulent être chanteurs, il y a beaucoup d'émissions de télé-réalité à ce sujet, il y a très peu d'élus finalement. Donc nous, les attachés de presse, on a beaucoup de travail parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut faire ça. Donc à un moment donné, j'ai senti que mon corps était pas loin de me lâcher, donc ce fameux jour de juin 2018, on se pose en terrasse et je dis à Nico, en gros, je lui fais comprendre à ma manière, un petit peu passionné et extrême, c'est ça où je pète un câble, quoi. Donc forcément il me prend pas bien parce que mais en fait je le prends pas bien parce qu'à ce moment-là on venait de prendre un appart tous les deux, un bel appartement où on a tout refait à neuf, où on a acheté tous nos meubles, tout notre électroménager, etc., qui nous a coûté quand même un peu d'argent. En parallèle, moi, j'ai à ce moment-là un poste de directeur d'un restaurant. Donc, tout était tout nouveau. Et il me balance, viens, on quitte tout. Je dis, mais attends, t'es sérieux? Moi, je viens de commencer ça, et là, tu me dis, on quitte tout. Donc là, à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai réagi en, non. Ça, c'était ma première réaction, c'était, non, qu'est-ce que tu racontes? Et il me fallait du temps de réflexion pour l'envisager. Oui, toi, t'étais dans la construction d'un truc nouveau, alors que toi, Julien, t'en pouvais plus, quoi, de ton taf. Enfin, t'étais à la limite, et donc forcément, vous n'étiez pas au même point, en tout cas pro. En fait, j'étais... Ouais, c'est le décalage, peut-être. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'en couple, on peut pas raisonner de façon égoïste. Donc, c'est comme on l'a marqué dans l'article qu'on a dédié à ce sujet, c'était compliqué d'avoir de mon côté ce pétage de câble et à côté d'avoir quelqu'un qui réussit, qui est directeur d'un restaurant, qui s'épanouit là-dedans, qui ne remettait absolument pas en question notre quotidien. Et je me suis dit, je peux pas prendre une décision pour nous deux. Et j'avais franchement l'espoir que Nico finisse par me dire oui, parce que c'est très compliqué quand on a ce souhait de partir, peu importe, partir en tour du monde ou partir tout court. C'est compliqué parce que quand on est en couple, si ça se fait pas, c'est une frustration énorme. Alors on ne sait pas, parce que peut-être qu'on vit sur sa frustration, peut-être qu'au bout d'un moment le couple finit par s'étioler. En fait, je ne sais pas comment j'aurais réagi s'il avait dit non.
Ce qui est sûr, c'est que j'avais vraiment envie qu'ils disent oui. Parce qu'à ce moment-là, je sentais que, en fait, un burn-out, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, c'est comme une maison qui brûle, on est là, mais les murs sont cramés, il n'y a plus rien dans la baraque, quoi. Et je sentais un peu ça. Alors qu'à côté, j'avais quelqu'un qui était très content de ce qui lui arrivait, épanoui. On avait un bel appart, comme il a dit, on avait tout ce qu'on voulait. Mais ça fait pas tout. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est épanoui mais crevé aussi. Toi? Moi j'étais Oui, crevé. d'accord. Et donc, comment le chemin s'est fait? Bah, c'est justement parce que je me suis posé les questions point à chaque partie, les unes après les autres. C'est-à-dire que déjà j'ai commencé euh, par l'appartement et je me suis dit, ok, c'est un bel appart, on adore, mais l'appartement il a quand même des défauts. Puis finalement, c'est pas notre appartement, on est en location. Donc ça, en soi, c'est pas une excuse. Voilà. Là, ça a été mon premier raisonnement. Et ensuite, le deuxième raisonnement, c'était le taf, où même si effectivement c'était un super poste, que j'ai monté le truc de A à Z et que j'étais content de mon équipe, etc., je me suis quand même dit, c'est pas mon affaire, j'ai des patrons. Donc quoi qu'il arrive, le bénéfice de tout ça, moi, à part avoir un salaire plutôt sympa, c'est tout. Et donc en soi, si je voulais retrouver un poste comme ça après, c'était possible. J'ai les compétences je les ai, c'est acquis, je vais pas les perdre. Donc du coup, déjà ces deux points, bah, c'était plus une excuse à pas le faire. Et après, c'est vrai que je me suis aussi dit, bah, la routine de la vie, où tu rentres, où tu as fini ton taf, où finalement ta question du soir c'est qu'est-ce qu'on regarde à la télé, ou tu sors forcément, mais arrivé à 34 ans, tu vois plus tes amis comme quand tu as 20 ans. Chacun est dans son petit quotidien, son couple, etc. Donc à 34 ans, tu dois prendre rendez-vous avec tes potes pour les voir. Alors qu'à 20 ans, tu sors du taf, tu les appelles, on se voit tout de suite. Donc tout ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, bah, finalement, j'ai pas d'excuse à pas partir. Après, j'ai pensé à mes parents. Je me suis dit quand même, ça va les rendre tristes de mon départ et tout ça. Ils vont s'inquiéter. Et puis en fait, je me suis dit, mais 2 ans dans une vie, c'est rien. Je veux dire, mes parents, ils vont nous suivre avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On est connectés sans arrêt. Donc, quoi qu'il arrive, ça sera comme si on se quitte pas vraiment. Et donc, du coup, après cette réflexion, je me suis dit, bah en fait, il faut y aller, quoi. On adore voyager. On a 34 ans. 34 ans, je pense que plus tard, c'est plus compliqué. Peut-être qu'avant, c'était trop tôt. On n'était peut-être pas encore prêt. C'est le bon moment. Et là, je me suis dit, ok, c'est parti. Et moi j'ai une question du coup peut-être un peu intime. Est-ce que par rapport aux enfants, vous vous dites pas que après pour les enfants, parce que je sais que vous voulez avoir des enfants, est-ce que ça sera pas, enfin est-ce que ça a été dans les réflexions ou pas? Si, voilà, il y a eu, il y a eu une période où on parlait enfant, bien avant qu'on parle de Tour du Monde. Et puis, déjà, nous, on est pour l'adoption à 100%, donc on sait que c'est très compliqué pour adopter et que l'étape de se dire pendant plusieurs années, on va faire des démarches et des démarches et des démarches pour avoir un enfant, on est pour l'instant pas prêt. D'accord. Ensuite, on s'est dit, bah, finalement, 34 ans, c'est jeune. Bon, voilà, ça peut être bête parce que moi, par exemple, ma sœur, elle a eu un gamin beaucoup plus jeune. Oui. Mais en tout cas, pour nous, avec la vie qu'on a, finalement, 34 ans, c'est jeune. Nous, je pense, plus vers la quarantaine, on sera un peu plus peut-être posé. Enfin, on n'en sait rien. On peut changer d'avis, etc. Donc, pour l'instant, c'est plus vraiment envisagé. Pour le moment. Puis surtout, avant de connaître Nicolas, j'avais aucun souhait d'être parent. Je m'étais dit, en tant qu'homosexuel, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc j'avais pas fait une croix, mais je m'étais dit, bon, c'est pas pour moi. Et puis c'est vrai que j'avoue aussi que j'avais pas forcément l'instinct paternel. Moi, j'ai une patience très limitée, encore aujourd'hui. Donc je me vois pas père à 34 ans, parce que bon, Nicolas a un neveu, je l'adore. Mais c'est vrai que je me rends compte que j'ai pas la patience, enfin peut-être, c'est pas le mien, donc peut-être que si un jour j'en ai un, ça sera différent. Mais en tout cas, à ce jour, j'ai pas une patience qui est extensible. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, moi je ne me vois pas payer pour faire un enfant, donc ça sera l'adoption ou rien. Et je suis prêt à accepter que ça soit ou rien. Mais en tout cas, l'adoption, je trouve ça formidable si c'est possible un jour qu'on puisse le faire. Mais faudrait-il que l'État français nous laisse le faire, parce que ça semble très compliqué. Ou d'autres États, hein. Il n'y a pas que la France, fort heureusement, qui ouvre l'adoption. Mais en tout cas, ça semble compliqué. Mais en tout cas, si un jour on peut le faire, on le fera, parce qu'on pense qu'on a des belles valeurs à transmettre. Et je trouve ça formidable
pouvoir transmettre quelque chose, quoi. Pour l'instant, notre projet est plus important. Ouais, Ouais. d'accord. Et donc, vous avez pris la décision après Bali de partir. Enfin, Alors, on a pris il y a la eu- décision il y a eu Alors, avant. juste de dire un truc qui est important aussi. Ouais. Donc, en juin 2018, on a évoqué ce projet qui venait Ouais. d'un surmenage professionnel. Donc, de l'idée, Bali arrive pendant les vacances, du coup, en août 2018, où là, on teste les conditions backpack pour voir si on est fait pour ça, parce qu'effectivement, on l'avait jamais fait. Donc, c'était l'occasion ou jamais de dire, OK, on part en sac à dos, on voit comment on se débrouille, si ça nous plaît, parce que ça pourrait ne pas être le cas. Et de là, il y a 2 éléments supplémentaires que je tiens à souligner, parce que c'est très important dans notre parcours, et c'est 2 personnes qui nous ont énormément influencé dans ce choix. La première personne s'appelle Alex Viseo. C'est un blogueur voyageur que beaucoup de voyageurs connaissent, mais c'est vraiment Alex Viseo, même s'il vient de prendre sa retraite en tant qu'influenceur voyage, et restera à jamais la personne qui nous a, en tout cas, montré qu'un tour du monde était facile. C'est-à-dire qu'il a tellement mis d'énergie à partager son expérience qu'il a montré qu'en fait, à quel point un tour du monde, c'était une expérience de vie, qu'il était limite obligatoire de se donner les moyens de vivre, parce qu'il a tellement mis d'énergie à partager à quel point ça l'a fait grandir, évoluer, voir la vie différemment, ou l'ouverture aux autres, etc., qu'en lisant le blog d'Alex de fond en comble, ça a résonné chez nous comme une évidence que c'était l'école de la vie, en fait, le voyage. Donc franchement, Alex, même si aujourd'hui il prend un petit peu de temps pour lui, ce qui est génial et il le mérite, et restera vraiment la personne qui nous a ouvert, en tout cas, la voie vers le tour du monde. On n'aurait jamais pensé forcément faire un tour du monde. Quand je te parlais tout à l'heure de partir, c'était partir, mais on ne sait pas sous quelle forme, quand, combien de temps. Mais en fait, Alex nous a montré qu'un tour du monde, c'était simple finalement à faire. Et la deuxième chose qui nous a fini, mais là, à chaudes larmes, c'est le film d'Ecofloc, Génération Tour du Monde, qui est un film absolument incroyable, où ces 2 garçons passionnés sont allés à la rencontre de 10 voyageurs qui ont des profils très différents, pour justement montrer que qu'on soit une fille seule sur la route, en autostop, c'est possible, qu'on soit un couple, c'est possible, qu'on soit une famille avec des enfants bas âge, c'est possible. Et en fait, ce film a été hyper important dans notre décision, parce que effectivement, on a tous beaucoup de doutes. C'est vrai que les retours qu'on a sur Instagram, c'est toujours le doute. Il y a le doute et l'argent. C'est les 2 choses qui reviennent le plus souvent. Une fois passé le doute, il y a l'histoire du budget. Mais c'est vrai que le doute, des fois, ça nous empêche de faire des choses définitivement dans une vie. Tant qu'on doute, on ne fait pas grand-chose. Ah non, en même temps, c'est pas rien de tout quitter pour de remettre tout à zéro. Hein, finalement, Ouais, c'est un retour à zéro. Mm. Donc c'est pas rien. Mais c'est vrai que ce film, en plus, on se le regarde de temps en temps. Là, on se l'est regardé il n'y a pas très longtemps pour se remettre un petit coup Avant-hier. de boost. Ah ouais, c'était avant-hier. Bon, ça nous fout un petit coup de boost en disant, mais allez, on y va, quoi. Les doutes sont directs. Quand tu regardes le film, t'as envie de partir. Ouais. Parce qu'il y a 2 jours, on a eu un petit coup de mou, parce que la fatigue, des fois, fait que les petits doutes reviennent. Et je dis à Nico, je dis, bon, petit doute, on se refait un petit coup de film, et du coup, on tag nos coflocs, et du coup, ça les fait rire, parce qu'à chaque Ça fois... leur fera plaisir parce qu'ils l'ont fait pour ça. Hein. Ouais. Mais les pauvres, on Mais les c'est tag le- à chaque fois qu'on Ah, le mais regarde. j'adore, Donc, du coup, j'adore. comme ça arrive souvent. C'est le meilleur Mais- remède à la morosité, ce film. Ouais, il est génial. Et d'ailleurs, moi j'avais fait un stage chez eux au moment où ils ont sorti le film, et du coup on regardait tous les jours le film avec les mini détails et tout. Et je me souviens aussi de eux, de leur pas de doute parce qu'ils avaient quand même beaucoup travaillé, mais de leur stress à finir le film, qui était un gros projet, et de leur bonheur de voir à chaque fois des gens comme vous qui partent en partie grâce au film. Et c'est génial. Et j'espère que vous en inspirerez d'autres. Parce que ce qu'on n'a pas dit, on le répétera à la fin, mais c'est que vous avez créé un blog qui s'appelle Le Point de Départ. Et vous partagez tout ça dedans avec des articles. Enfin, peut-être vous pouvez mieux présenter que moi. Oui, en fait, le point de départ a été créé en juin 2018, au moment justement de la prise de décision. Alors au départ, c'était un blog où on partageait nos carnets de voyage, nos city guides dans les villes européennes, donc finalement assez classique, avec tout ce qu'on peut trouver, etc. Et puis, on a pris beaucoup de temps en fait à savoir qu'est-ce qu'on voulait partager. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, en 2019, il y a énormément de blogs. Il y a à peu près tout qui a déjà été évoqué. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter? Est-ce que c'est utile de repasser autant de temps à faire des articles finalement sur des choses qui ont déjà été décrites 1000 fois? Et puis finalement, le blog, on l'a mis un peu de côté parce que ça prend beaucoup de temps, c'est assez chronophage entre l'écriture des articles, la retouche des photos, faire pourquoi pas des vidéos, etc. Ça prend beaucoup de temps. Et on a passé du temps à autre chose. On s'est dit, mais nous, on va construire notre projet, parce que finalement, l'idée d'un tour du monde, c'est pas juste un voyage, c'est aussi l'occasion de mettre une vraie parenthèse dans sa vie et de faire quelque chose qui va nous aider à grandir.
Et finalement, ce blog, on se dit, si aujourd'hui, aujourd'hui, ça va devenir plus un journal de bord, et si effectivement, à travers notre expérience, à travers nos écrits, à travers le projet qu'on est en train de construire, on peut ne serait-ce qu'influencer, entre guillemets, parce qu'influencer c'est un grand mot, ne serait-ce qu'une ou deux personnes, bah, ça sera déjà super. Parce que si on fait tous des blogs comme ça, vu tous les voyageurs qu'il y a, ça va être génial. Mais du coup, aujourd'hui, le blog, on le voit plus comme un outil de journal de bord, où on partagera nos états d'âme sans filtre, où on partagera absolument tout sans filtre. L'idée, c'est pas de montrer que le voyage, c'est le monde des bisounours et que c'est super. L'idée, c'est de montrer que le voyage, c'est une école où il y a du bon, où il y a du mauvais, où il y a des belles plages, des plages souillées. Enfin, c'est ça l'idée. C'est pas de montrer que tout est beau dans le meilleur des mondes. C'est de partager les choses sans filtre. Et je pense qu'à l'époque dans laquelle on vit, c'est important aussi de revenir à des choses beaucoup plus vraies. Donc là, aujourd'hui, on est en novembre 2019. Vous avez créé le blog et pris la décision il y a 1 an et demi. Donc vous allez partir dans 2 mois. Qu'est-ce qui a changé pendant cette année et demie de préparation? Beaucoup de choses. Ouais. On a commencé le blog, effectivement, comme Julien le disait, en mettant nos city guides de trip en Europe, nos voyages, quelque chose que plutôt bien fait, mais assez simple. Et finalement, c'est vrai que pas mal de blogs le font déjà. Bon, chacun à sa manière. Donc c'est vrai que quand tu veux piquer des informations, tu vas un peu sur tous les blogs et tu piques à droite et à gauche ce que tu as envie. Donc ça, c'est déjà pas mal pour les gens qui veulent voyager. Après, c'est vrai que là, pendant ces 1 an et demi, on s'est remis en question un paquet de fois. Je crois qu'à chaque fois à chaque fois qu'on avançait dans les mois avancés, il y avait toujours un truc en disant ah non, mais en fait, c'est mieux qu'on fasse ça, et c'est mieux qu'on fasse ça. Et finalement, on remet le départ en tour du monde, c'est une remise à zéro, mais dans tous les sens, quoi. C'est-à-dire que ça soit sur le minimaliste, en fait, repartir avec le moins de choses possible. C'est-à-dire, on a pratiquement tout vendu, nous, on garde quelques affaires, mais on va partir avec très peu de choses finalement. Bon, quand même un sac à dos bien complet, mais par rapport à ce qu'on a déjà, c'est rien. On a aussi évolué sur notre façon de consommer. Ça, c'est clair que quand moi, par exemple, je vois mon évolution par rapport à, comme j'ai dit tout à l'heure, à ma période con où je dépensais à tout va et que les marques ceci, les marques cela, et quand je vois aujourd'hui où j'en suis arrivé à me dire non mais il faut que je prenne ce savon parce qu'il est mieux pour notre planète, non mais il faut que je m'achète une gourde qui filtre parce que je vais pas utiliser du plastique en voyage, enfin voilà, tous ces préparatifs de tour du monde, en fait finalement on se pose des questions sur tout. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a un truc qui revient régulièrement sur Instagram. On est tous taclés, les blogueurs voyageurs, de tu prends l'avion, c'est pas bon pour la planète. Ça revient énormément, mais pas que nous, hein. C'est-à-dire qu'on en parle avec d'autres voyageurs, ça revient énormément. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup pris l'avion. Les week-ends qu'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai qu'on était comme ces gens qui prennent l'avion pour faire un Paris-Madrid sur 3 jours. Paris-Barcelone le week-end d'après, Paris-Venise le week-end d'après. Donc forcément, c'est pas bien. Mais en fait, ce qui est positif dans tout ça, parce qu'on est là pour pas cacher sa joie, donc il faut dire ce qui est bien dans toute chose, ce qui est bien en ça, enfin, on le réalise aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous a fallu faire toute cette période un peu égoïste pour se rendre compte qu'on s'est jamais autant posé de questions sur nos vies qu'en voyageant. C'est à force de voyager, c'est à force d'aller dans des pays qui sont dans un mode de vie différent du nôtre, c'est à force d'aller à Bali notamment, voir les temples ou les plages que les Instagrammeurs relaient et de constater qu'elles sont souillées de plastique. Et ça, on se dit, mais personne ne le montre. Mais il fallait qu'on le voit de nos propres yeux pour réaliser en fait l'ampleur de la dichotomie qu'il peut y avoir justement entre la version édulcorée qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux du voyage et une réalité. Et quand on a pris la décision de partir en tour du monde, c'est d'ailleurs à la raison pour laquelle on n'a plus publié de photos sur notre feed. Notre Instagram est un peu en stand-by depuis quelques temps, et d'ailleurs on va publier une vidéo prochainement pour l'expliquer. Parce qu'en fait, ce qui est bizarre avec les réseaux sociaux, c'est qu'on évolue beaucoup plus vite dans sa vie de tous les jours que sur sa vie virtuelle. Nous, on n'est pas connectés à H24 en fait. Et en fait, au bout d'un moment, nos photos, c'est vrai que nos photos sur notre feed, même si on regrette rien, on est très content d'avoir publié ces photos, elles ne reflètent plus les humains que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que le fait de partir en tour du monde, aujourd'hui, on ne se verrait pas refaire des photos de couple dans des beaux paysages, avec des belles chemises et des vêtements tout neufs. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas ces photos, c'est des photos que je trouve super belles. C'est rare de voir des aussi belles photos de couple. Vous êtes tous les deux avec des petites chemises à fleurs, hyper assorties, le regard en l'air inspiré, avec des belles couleurs. C'est vrai que les photos
sont très belles. En effet, ça reflète pas forcément. Mais disons qu'on regrette rien, la on réalité. assume, mais c'est pas, on dénigre pas ce qu'on a fait, c'est pas du tout l'objet Ouais, puis de en mon plus, ça propos. nous a beaucoup appris. Ouais. C'est-à-dire qu'on a créé cet Instagram, on a dû acheter un appareil photo, acheter un trépied, commencer à faire des photos alors qu'on n'avait aucune notion de ce qu'était la photo, les retouches, etc. Donc ça nous a énormément appris. Mais c'est vrai qu'il y a certaines photos qui sont... elles nous ressemblent vraiment. Elles sont belles et elles nous ressemblent. Et il y a eu à ce moment-là quelque chose, donc ces photos ont un sens. Et certaines où, limite, on ne s'est pas forcé, mais on s'est dit, bon, là, il faut le faire parce qu'au moins on aura des photos à poster, etc. Et finalement, on a fait énormément de photos, que ça soit paysages, que ça soit des locaux, des portraits, etc., au final, qu'on pouvait plus trop partager parce que notre Instagram, c'était des photos de nous deux dans un beau paysage, avec des belles chemises, etc. Et puis en fait, on s'est retrouvés bloqués. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, c'est dommage parce que nous, on a envie de montrer cette personne qu'on a rencontrée sur une plage, qui nous a expliqué sa vie, et on a fait un beau portrait d'elle, ou ce magnifique paysage sans forcément nous dessus, ou alors des photos où il y a juste Julien, ou des photos juste moi, et en fait, on s'est senti un peu bloqué. Et donc, du coup, c'est vrai que... Mais tout ça, c'est l'organisation et les préparatifs du Tour du Monde qui nous fait changer et évoluer, en fait. Ce Ouais, qui est parce ouf, que c'est... Enfin, ouais, pardon. Non, pardon, à la base, c'est vrai que. Parce que la question derrière, c'est mais qu'est-ce qui vous empêche de changer? Mais c'est qu'en fait, cet algorithme Instagram de malheur dont tout le monde parle, c'est-à-dire que quand on se met à vouloir respecter les règles préconisées par Instagram, etc., ou vouloir faire un feed uniforme, une fois qu'on s'est enfermé un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que les retours sont excellents, on n'a pas évolué parce qu'on a eu des retours négatifs, hein, pas du tout. Mais on s'est dit, en fait, au bout d'un moment, la réflexion a été de dire qu'est-ce qu'on représente du voyage? Si on va sur le point de départ, quelle vision du voyage on a en fait? On voit un joli couple peut-être, avec des vêtements sympas peut-être, dans de jolis paysages. Mais qu'est-ce que ça raconte du voyage? Qu'est-ce que ça raconte de la vie locale? Qu'est-ce que ça raconte par exemple de Bali? Puisqu'on a publié beaucoup de photos de Bali. Finalement, on n'apprend rien de Bali en voyant nos photos. Et c'est vrai que ce qui est paradoxal, c'est qu'à côté, on a fait plein de photos où on n'est pas dessus, de beaux paysages, de personnes, des portraits de locaux, etc., qui racontent beaucoup plus que nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, voilà, on est parti sur cette base de vouloir publier des photos de nous parce qu'au départ, c'était une façon d'apprendre. Mais aujourd'hui, on a vraiment envie de se mettre au diapason du voyage et de laisser la place au voyage. Et juste, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, le feed, c'est l'ensemble des photos sur Instagram. Souvent, on en voit 9 par 9. Et en général, les Instagrammeurs font qu'elles soient assorties, qu'il y ait des couleurs qui vont bien ensemble, qu'il y ait une cohérence visuelle. Et c'est ce que vous avez très bien fait. Mais en effet, du coup, parfois, quand on a un feed un peu sur les tons marrons, on va pas mettre la photo bleue parce que ça va pas aller avec. C'est ça, et du Donc, coup, on voilà. se sent bloqué. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que j'explique pour ceux qui ne savent pas forcément. Mais ce qui est fou, c'est que vous n'êtes toujours pas parti en tour du monde et vous avez déjà appris énormément. Mais c'est ça qui est dingue. Et tu vois, c'est là où, quand tu parlais du blog, qu'est-ce qui a évolué? Et c'est ça qui va marquer l'évolution du blog. C'est qu'on s'est rendu compte, mais avec le recul, hein, là je te parle, ça fait maintenant depuis juin 2018 qu'on prépare le tour du monde. On se rend compte qu'en prenant la décision, l'évolution est déjà en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus les garçons que nous étions en juin 2018 au moment de la décision. Et on n'est pas encore parti. Et sûrement que dans un an, on sera encore différent. Bah, c'est clair. Donc, C'est pour ça que c'est cool de faire ça, de voir dans 2 ans. Imagine quand on va se retrouver au retour. Dans 2 ans, ça va être un truc de fou. Hein. Mais c'est ça qui est dingue. Et c'est là où je dis à Nicolas un soir, Nico rentre à la maison et je lui dis, mais Nico, j'ai enfin trouvé un sens au blog. L'utilité qu'il peut avoir. C'est d'expliquer aux gens à quel point l'idée de prendre une telle décision, mais quelle qu'elle soit, parce que là c'est un tour du monde, mais ça peut être tout simplement le fait de quitter Paris, parce que nous on a des amis par exemple qui se plaignent de leur vie parisienne, qui a l'air de leur peser, à juste titre. Métro, boulot, dodo, la pluie, la grisaille, les métros bondés, bon, tout ça, ça se comprend. Et qui n'osent pas quitter Paris. Donc ça peut être ça en fait, le déclic, le fait de quitter, le fait en fait de vivre la vie qu'on a envie de mener. C'est ça l'idée. Et j'ai dit à Nico, mais c'est formidable, le fait de partir en tour du monde, on prend enfin le temps de se poser les bonnes questions, les vraies questions, et de se poser des questions qu'on ne se serait jamais posées avant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est pas juste de partir en tour du monde, de faire un voyage, de kiffer, et puis de revenir dans 2 ans et de recommencer. C'est de se donner l'occasion de remettre à plat, comme disait Nicolas, tous les pôles, tous les sujets, donc la consommation, les habitudes alimentaires, les habitudes de beauté, les routines, etc. Et de se dire, mais est-ce que là, on fait bien? Est-ce qu'on fait bien pour nous? Est-ce qu'on fait bien pour la planète? Parce que ça aussi, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment dans les médias et l'écologie. C'est pas une question qu'on est devenu écolo tout d'un coup.
mais c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'on ne peut plus faire comme si on ne savait pas. On sait tous aujourd'hui que ça va mal, on sait tous que la machine est déréglée et qu'il faut agir. Donc on ne se dit pas qu'on veut être parfait ou qu'on sera écolo un jour. L'idée, c'est pas ça, c'est pas d'être parfait ou d'être moralisateur. On veut surtout pas être moralisateur. Ça, c'est quelque chose que des gens supportent pas. C'est bien de dire aux gens que c'est pas bien, mais il y a quand même des façons de le faire. Nous, on pense qu'on va plutôt apprendre tous ensemble. Et au fur et à mesure qu'on fait quelque chose, on le partage, que ça part de la fameuse gourde ou du déodorant écolo, et on partage l'expérience. On a tout le temps des retours. Ah non, mais tu devrais tester ça et faire comme ça peut être sympa. Et c'est ça qui est génial avec Instagram, en fait, et avec notre blog, c'est qu'on peut justement avoir des discussions et en fait, on apprend tous ensemble. Et ça, c'est cool. C'est trop cool. C'est ça qui est, voilà. L'utilité d'Instagram, on l'a retrouvée avec ce côté, justement, fraternité. C'est-à-dire que la gourde dont Nicolas parle, c'est la marque LifeStraw qui l'a créée. C'est une paille filtrante, en fait, qui permet de filtrer 99,9% des bactéries dans l'eau. Donc, on peut boire absolument toutes les eaux sans risque sanitaire et ça sauve des populations. C'est une marque qui envoie ces dispositifs dans des pays qui sont victimes de séismes, des pays qui sont en sous-développement, etc. Et ça sauve des populations. Et cette gourde, on l'a connue grâce à Entre deux pôles, qui sont un duo de voyageurs aussi, qui ont un projet formidable, qui sont deux sportifs qui partent en tour du monde pour récolter des dons pour l'ARSLA, une maladie génétique. Et du coup, on a découvert cette gourde grâce à eux. Et c'était formidable de se dire qu'Instagram, plutôt que de toujours partager des choses un peu futiles, avait une vraie utilité, un vrai sens. Une vraie portée humaine, et ça fait plaisir de retrouver ça. Ouais, j'ai une question hyper vague. Est-ce que vous visualisez votre voyage? Enfin, ça se passe comment dans votre tête quand vous pensez à ces 2 ans? Je pense que c'est hyper compliqué. Comment ça se passe dans notre tête? Je pense que on est à peu près sûr que ça va bien se passer, Ouais. qu'on va apprendre énormément de choses des gens. Je pense que ça va nous apporter beaucoup de choses. Même si aujourd'hui on réfléchit à plein de choses et qu'on a conscience de certaines choses, je pense que le vivre nous apportera encore plus et on reviendra forcément différent. Ça, c'est sûr. Après, de quelle façon, on peut pas savoir vraiment à l'avance. Pareil. Ce qui est sûr, c'est que quand on est dans une phase de préparatif, surtout pour un voyage au long cours de 2 ans, c'est hyper compliqué d'avoir une vision claire de ce qu'on va vivre. C'est limite impossible de prévoir. C'est-à-dire qu'on a commencé au départ à essayer de voir un petit peu. Donc on a fixé les grandes lignes, on s'est dit voilà, on fixe au moins un itinéraire qui est hypothétique. On va traverser 24 pays hypothétiquement, 1 mois par pays. Mais ensuite, on s'est dit, on va se laisser porter par la vie, on va se laisser porter par les expériences. Fort, justement, de l'expérience de Bali, où ce séisme avait dû chambouler l'itinéraire. On a eu la même expérience à Malte. À Malte, on partait en week-end comme ça quelques jours. On pensait que c'était une île de pêcheurs, toute petite, faisable à pied. Et on arrive à Malte, on se rend compte que le pays est immense, qu'il y a 3 îles, qu'on ne peut absolument rien faire à pied. Donc tu vois, c'est toutes ces expériences qui nous ont montré que finalement, ça ne servait à rien de prévoir, qu'il fallait juste se laisser porter par la vie, par les belles rencontres. Donc ça, c'est l'état d'esprit d'aujourd'hui. C'est assez vertigineux. C'est vrai qu'on ne réalise pas forcément que là, dans quelques jours, on sera dans un avion pour 2 ans en laissant notre vie derrière nous. Donc c'est vrai que cette phase-là... Mais en même temps, je me dis déjà, c'est déjà une victoire. Parce qu'effectivement, on nous parle beaucoup de courage. C'est vrai qu'il faut du courage. Parce que tout allait bien. Enfin, en demeurant, tout allait bien. On est en bonne santé, tout va bien, nos boulots fonctionnent, etc. On n'en manquait de rien. Mais c'est vrai que remettre en question sa vie, c'est pas forcément évident, quoi. Je pense que c'est donné à tout le monde. Mais pour que ce soit une victoire, il faut s'en donner les moyens. Souvent, tu sais, on nous parle par rapport au budget. Ah là là, vous avez de la chance, vous avez de la chance. Ben, en fait, non. Il n'y a pas de chance dans un tour du monde. C'est un choix. C'est une succession de choix qui permettent de réaliser le projet. L'argent, c'est pareil. Au départ, on a pris la décision donc en juin 2018. On n'avait pas du tout le budget qu'il fallait. On avait quelques petites économies, mais quelques petites économies seulement. On n'avait pas le budget d'un tour du monde. Et en 1 an et demi, on a réuni 60 000 euros. On est parti sur la base de 15 000 euros par an et par personne, donc on a mis 60 000 euros de côté. Et finalement, on l'expliquera dans un article d'ailleurs sur le blog, c'est une succession de choix qui permettent de mettre de l'argent de côté. Et encore une fois, quand on est dans son quotidien, on ne se rend pas forcément compte de toutes les dépenses superflues qui pèsent sur un budget. Et finalement, quand on prend le temps de mettre à plat les dépenses, on se rend vite compte que finalement, on peut faire de grosses économies avec pas forcément beaucoup de restrictions.
quand on a un Enfin, projet aussi gros, tu fais quand même attention à pas mal de choses. Hein. Ouais. oui, mais le projet supplante, c'est-à-dire que tu n'as pas l'impression d'être privé de quoi Ah que ce non, soit. non, non, Vous mais avez c'est mangé sûr des que pâtes pendant... bah, On disons adore. que ouais, tu fais attention à pas aller au restaurant, tu vas vraiment moins souvent, tu sors moins avec tes amis, hein, clairement, tu as moins de vie sociale parce que bah, tu fais attention à tes n'importe quelle petite dépense de bar, de resto, tu vas pas t'acheter de fringues, on s'est pas acheté de fringues depuis qu'on a pris la décision. Le moindre petit truc, tu y penses et tu fais attention, tu remets un peu en question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou pas? Et la plupart du temps, c'est bah pas. Donc du coup, tu fais pas et t'économises. Quand tu fais tes cartons, tu réalises, quand tu fais tes cartons de fringues, de chaussures, et que tu as l'armoire qui est blindée de chemises colorées, les fameuses chemises qu'on voit sur notre feed Instagram, que j'ai adoré porter, que j'ai adoré acheter au moment où je l'ai fait, je me suis dit à moi-même, je me suis dit, mais mon Dieu, Julien, mais pourquoi t'es tombé là-dedans? Je pense qu'à un moment donné, on a tous des façons différentes de décompresser. Ça peut être le shopping. C'est vrai que bah, ça m'est déjà arrivé de claquer 500 € de shopping d'un seul coup en une après-midi. Ça fait du bien. Et il y en a qui vont préférer mettre ces 500 € dans un week-end, et il y en a d'autres qui vont préférer les mettre sur un compte pour autre chose. Donc on a tous des moyens différents de décompresser. La seule chose qui compte, je pense que c'est à un moment donné d'être capable de se mettre face à ses propres bêtises et de se remettre en question. Et encore une fois, la décision de partir en tour du monde, c'est vrai qu'elle nous a un petit peu fait accélérer dans le processus, mais finalement, on a déjà le sentiment effectivement qu'avant même de partir, on a déjà évolué. Et on espère qu'au retour, on sera encore plus, alors on ne peut pas savoir comment on sera, mais on espère en tout cas être beaucoup plus, encore plus ouvert aux autres, encore plus connecté à la nature, encore plus investi, pourquoi pas, dans des actions qui peuvent aider à faire changer les mentalités. Vous avez des peurs? Oui, bah oui, c'est sûr. Oui, on a des peurs. Déjà là, on a moi, enfin, pour ma part, j'ai là actuellement un petit peu peur du départ par rapport au revoir à la famille et aux amis. C'est un peu la crainte que j'avais déjà quand on a pris la décision, qui commence à approcher à grands pas, et c'est vrai que j'ai cette petite peur-là, qui passera, je le sais, dès qu'on sera arrivé dans le pays, mais il y a cette petite peur-là. Et ensuite, oui, bah, on a peur de se faire voler quelque chose, de perdre son passeport, mais en même temps, ça fait partie du voyage. Donc, je pense si ça doit arriver, on respire un grand coup, on se dit, bon, il y a toujours une solution à tout, et on trouvera la solution. Ouais, c'est vrai que la peur prédominante actuellement, pour ma part, c'est celle, en fait c'est lié à l'administratif qu'on est en train de vivre en ce moment. Je me rends compte à quel point c'est compliqué de vouloir mettre les choses au clair malgré toute la bonne volonté qui est la nôtre. C'est-à-dire que quand on part à l'étranger, c'est vrai qu'on est un petit peu du coup hors système, on sort un petit peu des codes, et c'est vrai qu'on a un projet assez atypique, surtout que nous on part 2 ans. Euh, et j'ai peur qu'au retour, je n'arrive plus forcément à entrer dans le moule. J'ai peur de ça, c'est-à-dire que je resterai français à vie, mais j'ai peur qu'au retour, j'ai du mal à me réintégrer dans une société normée comme la France, avec tous les problèmes qu'on connaît actuellement. Quand je vois les news qui passent, je regarde très peu les news, mais quand elles passent devant mes yeux, c'est hyper anxiogène en fait. Et j'essaie de pas me gargariser de ça, j'essaie de faire comme si ça n'existait pas. J'ai peur de ça en fait. J'ai peur de sortir d'un système et de ne plus pouvoir y rentrer. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on est forcé d'y rentrer dans un système? Je fais le choix d'en sortir, je me dis que je suis déjà à mon compte depuis 10 ans, ça m'a vraiment réussi, donc je suis déjà l'exemple de ça, c'est-à-dire qu'on peut sortir du système salarié-patronat avec succès. Je pense qu'on peut être maître de sa vie, ne pas être dans un système. Mais après, bon, on reste français, c'est vrai qu'on reste quand même tributaire de certaines administrations, et là-dessus on ne pourra pas lutter, quoi. Du coup, on revient d'une petite pause allègement, disons. Pause pipi. Ça c'est bien dit. Pause pipi. On va peut-être arriver à une conclusion. Ça vous dit? Ah bah ouais. Donc on est parti sur les peurs, et du coup sur les kiffs, c'est quoi qui vous fait le plus kiffer là? C'est des excitations, des... Ben, écoute, on est dans le podcast Pas ta Bah joie, donc il faut quand même qu'on parle de qu'est-ce que c'est ne pas cacher sa joie pour nous, parce que c'est le Oui, sujet essentiel en ouais, fait. ouais. Non, ce qui est, je pense, qui est important, tu vois, autant moi j'ai un caractère assez fort, je suis le premier à râler, je suis le premier à se péter contre les administrations, etc. Mais je suis aussi le premier à dire quand tout va bien. On a été assez étonnés dans les phases de préparation, parce que encore une fois, on passe par toutes les phases administratives, etc. L'équipement, aller chez Decathlon tous les 4 matins, etc. Dès qu'on dit ce qui va, de dire le positif dans les choses, c'est vrai qu'on se rend compte tout de suite que le regard change et la conversation change de ton en fait.
Et ça, je pense que je l'ai vraiment appris en voyageant. On s'est retrouvé, encore une fois, je parle de Bali, mais parce que Bali, c'est vrai que ça a été un déclic énorme. Je te donne une anecdote qui m'a marqué à vie. On arrive du coup à Bali, on va le premier soir direct à l'aéroport, à un hôtel à côté de l'aéroport pour se reposer parce qu'on arrivait tard. Et le lendemain matin, on prend un taxi pour aller à notre premier point de chute. On avait un bateau à prendre pour l'île de Nusa Penida. Et donc, on donne le port à notre chauffeur de taxi. Et là, il nous dit, mais en fait, messieurs, il n'y a plus d'eau là-bas, les bateaux ne se prennent plus là-bas, il faut aller plus haut, maintenant c'est à sec. Je dis, non, non, dans Lonely Planet, il y a marqué que c'est là qu'il faut aller, donc je vais aller là-bas. Et là, le chauffeur nous maintient, mais non, mais je vous dis qu'il n'y a plus d'eau. Et là, je dis à Nicolas, tu vois, ça y est, il veut nous couillonner, on va se faire arnaquer, tu vois, c'est pareil, nan. Réflexe de français, enfin, en tout cas, mentalité de français. Et là, on passe avec la voiture devant le port en question, il me dit, ben voilà, messieurs, le port est là, et là, je constate que c'est à sec, que les bateaux sont dans la terre, qu'il n'y a plus d'eau. Et là, je me sens mais vraiment bête. Je me dis, mais je réalise en fait à quel point je suis conditionné par ce que je disais tout à l'heure, nos vies, où on n'a pas confiance en l'autre, on est fermé aux autres, on pense que la bienveillance, ça n'existe pas. Et donc, je me suis rendu compte que il y avait d'autres formes de rapports humains entre les gens. À Bali, on a vu des gens qui étaient très bienveillants, qui étaient vraiment enclins à nous aider. On a eu des phases où on s'était perdu, où les gens ne parlaient pas un mot d'anglais. Et là, tu demandes de l'aide à quelqu'un, il arrête sa journée, il appelle ses cousins, sa sœur, son frère, sa tante, etc. Mais jusqu'à ce que tu sois dans une voiture pour partir et trouver une solution, il reste avec toi. On a eu un accident aussi à Bali. À un moment donné, on a pris une voiture qui devait nous amener à un autre point de chute. Et là, sur la route, on a eu un accident. On s'est pris une voiture de plein fouet. Donc ça nous a fait faire un vol plané, je te raconte pas, on a eu la peur de nos vies. Pas de mal, fort heureusement. Bon, la voiture d'en face était morte, mais ça, c'est pas très grave, puisqu'il n'y a pas eu de blessés dans l'histoire. Mais on a vraiment eu peur. Et là, on sort de la voiture. Alors, la même scène en France, ça aurait donné des aboiements, des énervements, des insultes, etc. Et là, on voit qu'à Bali, les gens parlent très calmement, très posément. Tout le village s'y met, ils sont là à négocier, etc. Et là, la personne qui est en tort appelle un ami pour prêter sa voiture à notre chauffeur, pour que notre chauffeur nous amène à notre point de chute, pour ensuite revenir régler le problème. Parce que leur priorité, en gros, c'était les touristes, il faut les amener là où ils devaient aller. Et c'est ouf. Et du coup, on s'est rendu compte, en fait, que la bienveillance existe, qu'il y a encore des pays dans le monde où les gens sont solidaires, quoi. Des pays où les gens ne s'énervent pas, même pour un accident. Tu vois, donc en fait... Bah, du coup, en gros, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on a hâte de kiffer? Bah, c'est la rencontre avec les gens. La découverte des paysages, des cultures différentes, apprendre à cuisiner avec eux, à vivre avec eux. Je pense que c'est ça qui nous fait le plus kiffer et ce qui va vraiment nous faire kiffer. Je donne une autre anecdote de Bali, Ouais. parce que franchement, Bali, c'était le voyage initiatique, on va dire. Un soir, on se retrouve dans les rizières de Jatulawi, qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui sont absolument sublimes, et c'est vrai qu'elles sont assez isolées. Pour y aller, c'est assez compliqué. Donc nous, la chance qu'on avait avec Nicolas, c'est qu'on voyageait en sac à dos, donc on allait en scooter directement au point de chute, donc ça c'était top. Et la plupart des gens en fait partaient d'Ubud pour faire l'excursion dans la journée. Donc c'est des cars qui arrivent en masse à 9h du matin, les gens font l'excursion et ils rentrent le soir à Ubud pour dormir là-bas. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans une zone où il y avait très peu d'hôtels et très peu de restaurants. Donc là, on trouve un hôtel assez miteux. C'était la première fois de nos vies qu'on dormait dans un hôtel qui sentait la moisissure et c'était quelque chose de dingue, hein. C'était assez On prenant. n'a pas dormi. On n'a pas dormi, et c'était humide au possible, etc. Bon bref, c'est pas grave. Et le soir, on devait trouver du coup un petit restaurant pour manger. Et là, pas un resto à l'horizon. Et là, on voit une petite maisonnée éclairée qui faisait restaurant apparemment, qui était en train de fermer. Et là, on arrive, et pour nous, le couple, parce que du coup c'était tenu par un couple, c'est une sorte de guest house, rouvre le restaurant, rallume les fourneaux, nous fait un riz sauté. Et là, le monsieur vient s'asseoir à côté de nous pour savoir si tout allait bien, si on se régalait, etc. Et le monsieur nous explique en fait que son riz, c'est sa femme qui plante brin par brin dans les champs. Il nous montre les photos. Il nous explique que du coup, il récolte du riz rouge à la main, une petite production locale, etc. Et franchement, ça paraît tout bête, mais ce riz, il n'avait pas la même saveur, quoi. On l'a dégusté en buvant les paroles de ce monsieur. Et là, on s'est dit avec Nicolas, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut raconter, c'est ces histoires-là qu'il faut qu'on raconte Parce sur notre qu'en blog. vrai, ça t'arrive jamais en France, ça. Ce genre d'histoire, c'est limite improbable de se retrouver dans une... C'est peut-être parce que c'est le contexte du voyage. Ouais, peut-être, mais en même temps, je suis pas sûr que quelqu'un qui a fermé son restaurant, une famille par exemple, te rouvre son restaurant pour te faire à manger parce que bah,
t'es là, perdu, au fin fond. Mm. Tu penses que toi, ça... Moi, je pense que oui, ouais. C'est juste une histoire Enfin, moi, je l'ai vécu notamment quand j'étais scout. Parfois, quand t'es scout, tu fais une journée sans chef, donc que entre jeunes. Et moi, j'ai arrêté ça, j'avais 17 ans, donc j'étais pas plus vieille que 17. Et, euh, et donc, t'es là, 6 nanas de 15 ans dans un village, et tu peux voir des gens qui t'accueillent. Même je l'ai vécu quand j'ai fait du stop, avec des gens aussi incroyablement généreux, qui peuvent faire des détours de 2 heures dans leur journée alors qu'ils avaient juste prévu d'aller faire les courses pour pas qu'on soit en danger. Enfin, donc je pense que j'ose espérer que c'est aussi une question de contexte et que quand on se met dans un contexte de voyage, tout de suite on est plus vulnérable, du coup les gens, du coup on est plus sensible à la solidarité des autres. Alors que quand on est dans notre quotidien, on n'a pas besoin des autres en fait. On a notre carte Navigo, notre ticket de train, notre lit le soir, et donc comme on a moins besoin des autres, on remarque moins. T'as sûrement raison, et J'espère, c'est mais- la raison pour laquelle on veut se mettre dans un contexte de Bah ouais, bien voyage sûr, c'est permanent ça. pour être non Jusqu'à ce qu'on seulement, puisse plus, hein, mais... non seulement on veut être vulnérable, mais en plus on veut être connecté aux autres. L'idée de, voilà, le tour du monde, l'idée c'est vraiment d'être connecté aux autres. Ouais, ce qu'on a trop hâte, c'est ça. Trop cool. C'est de dormir chez l'habitant, de manger local, de dormir local, d'apprendre D'apprendre. les cultures. Le truc, c'est de se mettre le plus discret possible, voilà, de se mettre en mode apprentissage. C'est pas comme un voyage où on va voyager un peu égoïste. Parce qu'on l'a fait, hein, on l'a fait. C'est-à-dire quand tu es en mode voyage classique, tu es un peu égoïste, un peu dans ta bulle, tu vois pas l'autre. Tu profites des beaux paysages, tu fais des photos, tu te mets devant les objectifs des autres, tu penses pas forcément à tout ça. Là, l'idée, c'est de prendre le temps. C'est pour ça qu'on est passé de 12 mois à 24 mois. C'est parce qu'à la base, on partait sur un tour du monde classique d'un an, comme beaucoup de monde, et qu'on se rendait compte qu'un an, finalement, ça force à aller vite, ça force à prendre l'avion presque systématiquement, et surtout, ça laisse pas assez de temps pour assimiler les cultures et se mettre au diapason des autres. Ça force à aller vite, en fait. Donc, comme on s'est dit qu'on n'avait pas de temps, puisqu'on n'a pas de patron qui nous attend au retour, on s'est dit, ben, on va partir 2 ans. C'est la limite de nos économies. Par contre, là, à un moment donné, faut bien aussi composer avec ça. Mais on part 2 ans et l'idée, voilà, c'est d'avoir le temps d'apprendre des autres, en fait. Et donc, qu'est-ce qu'on fera de tout ça au retour? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on sait qu'humainement, on sera riche de tout ça, en tout cas. Du coup, ça ouvre sur la dernière question que je voulais vous poser, qui est un peu particulière. J'aimerais que vous, si vous êtes d'accord, qu'on parte, enfin moi je pars avec un des deux et vous faites chacun votre tour, vous êtes tout seul face au micro et vous vous adressez à votre vous dans 2 ans. Ok. Ok? Qui veut commencer? Non, tu commences parce que là, il faut que je réfléchisse. Ok, donc C'est tu- parce que je vais me Donc, dire. je m'adresse à moi dans 2 ans. Ouais. On sort du coup. Ouais. Cher Julien, je te souhaite, avec ce projet de tour du monde, de trouver une forme d'apaisement, de retrouver du sens dans ce que tu fais, puisque c'est ce qui t'a beaucoup manqué avant le départ, de remettre l'humain au cœur de ta vie, de prendre le temps d'être connecté aux autres, de prendre le temps d'apprendre, de prendre le temps tout simplement. Je te souhaite d'avoir réussi à mettre sur pied de nouveaux projets personnels, puisque c'est ça qui te nourrit, c'est cette créativité qui te rend heureux. Je te souhaite que ton couple soit invulnérable, parce qu'après 2 ans de tour du monde, il le sera forcément. J'ai déjà, avant de partir, le sentiment que Nicolas est l'homme de ma vie, mais je pense qu'après un tour du monde, après avoir vécu autant de choses ensemble, ça devient comme une espèce de force qui nous rend indestructibles. Je te souhaite enfin d'avoir accumulé tellement de choses que tu ne sauras plus qu'en faire et que tu auras tous les champs des possibles qui s'ouvriront à toi et toutes les possibilités pour réinventer à nouveau ta vie. Puisque, comme le dit si bien une journaliste, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, et j'ai le sentiment que ma deuxième vie est sur le point de commencer. Nico! Bon, alors c'est le moment où je dois m'adresser à moi, donc 2 ans plus tard. C'est-à-dire, j'aurai 36 ans, c'est ça? Un petit peu plus de 36 ans, waouh, la quarantaine approche, mon Dieu. Bon, bah, Nico, je sais pas dans quel état d'esprit tu es là maintenant. En tout cas, t'as beaucoup évolué déjà cette dernière année. Je pense que les 2 ans ont dû encore évoluer. Alors, je sais pas si t'as une barbe, si t'as les cheveux longs, si tu sens encore bon et
Et si t'as pas tous tes t-shirts troués, je sais pas. J'espère que t'es quelqu'un d'encore meilleur. Voilà. Et que t'as appris énormément de choses et que c'est pas, comme dirait dans Génération Tour du Monde, que c'est pas uniquement une parenthèse et que c'est pour un changement de vie au top. Voilà. Bah, merci beaucoup à tous les deux. Non, merci à toi. Merci, Alice. On sait pas dans 2 ans ce qui se passera. Hein. On sait pas si ce podcast existera Mais encore. on te le souhaite, en tout saura. cas, franchement, moi depuis que je te connais, je suis admiratif de la passion que tu mets au service des autres, puisque tu donnes énormément de ton temps. Enfin là, ça fait déjà presque 2 heures qu'on parle, c'est incroyable parce que tu fais ça, tu fais des vidéos. Et en tout cas, on tient à te remercier parce que tu nous offres la chance d'avoir gravé à vie un souvenir des humains que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes du coup en novembre 2019 et du coup tu nous offres une chance unique de graver ça dans le marbre. Donc merci Alice, c'est adorable de nous avoir Super. invités. Ouais. Bah, merci à vous. En tout cas, pendant toute l'heure et demie où on a parlé, j'étais pas sous weed pendant 1 heure et demie, mais c'était hyper cool de vous écouter. Et je suis sûre que ceux qui ont eu le courage d'écouter, enfin qui ont pris le temps d'écouter jusqu'au bout, ils auront la même sensation. Donc voilà, et puis bisous. Bisous à tous. Ah, dans 2 ans, mais c'est vrai que du coup, nous, on se reverra plus. On se reverra dans 2 ans, Ouais. mais en tout cas en Bon, attendant, on va vous suivre. voilà, Ça, n'hésitez c'est- pas à on nous vous suit suivre. sur Instagram. Moi, je lis pas trop les blogs, mais sur Instagram, j'y suis à fond et je vous suis. Avec plaisir. Et donc, Si c'est le plaisir podcast aussi. Pâte à Joie vous a inspiré, n'hésitez pas à nous Ouais. suivre sur le point de départ, le point 2, le chiffre 2 Ouais. départ.com pour le blog, et puis le point de départ tout court pour les réseaux sociaux. Et puis si ce message a permis, ne serait-ce que de donner l'envie à 1 ou 2 personnes de partir, ça sera génial, quoi. Ouais. Et puis dites-le nous, autant aux garçons qu'à moi, si vous avez écouté ce podcast, dites-leur si ça vous a inspiré, dites-le moi aussi si vous avez passé un bon moment. C'est hyper important pour nous qui partageons d'avoir des retours aussi, parce que là on parle, mais si vous écoutez, c'est cool aussi de le savoir. Donc n'hésitez pas à nous écrire autant à Julien et Nicolas qu'à moi sur Cache pas ta joie et sur le point de départ sur Instagram, c'est hyper simple de communiquer. Et puis on vous souhaite un bon voyage. Merci beaucoup. J'ai un peu envie de venir avec vous, mais Alors, Écoute. on peut trouver de la place dans notre sac. On peut s'arranger. je suis un peu lourde. Hein. Ah ouais, non, bon, alors c'est moi qui me mets dans le sac et toi qui partes. Bon, je vous suis sur Instagram. Alors. À dans 2 ans. Ouais, Salut. merci. Salut.